En ce samedi matin chaud, le soleil semblait faire fondre les toits de la ville. On aurait dit que le monde extérieur voulait pousser tout le monde à entrer dans les centres commerciaux. Les gens voulaient rester à l'intérieur, près de la climatisation et du bruit des pas rapides. C'est à ce moment-là qu'Anthony est entré dans ce centre commercial pour la première fois depuis des mois. Il marchait droit, comme s'il portait encore un uniforme, même s'il était vêtu de vêtements normaux. Son regard était ferme et clair, mais il cachait quelque chose derrière, une tristesse silencieuse, celle de quelqu'un qui a traversé beaucoup d'épreuves dans la vie. Le temps avait passé, et il en était conscient. Ce n'était pas parce qu'il était vieux, mais parce qu'il le ressentait. Chaque jour semblait plus court, chaque silence semblait plus long. Il marchait avec un but, comme s'il accomplissait une tâche importante. Il regardait les vitrines sans trop y prêter attention, jusqu'à ce que quelque chose attire son regard et le fasse s'arrêter. Dans la vitrine d'une bijouterie, une montre brillait à la lumière. Elle était imposante, avec un bracelet en cuir foncé et un cadran en métal. Elle était simple, mais attirait l'attention. Ce n'était pas seulement un accessoire, c'était un signe. Elle lui parlait. C'était là que commençait une nouvelle phase. C'était quelque chose que seuls ceux qui souffrent intérieurement peuvent comprendre. C'était un cadeau qu'on s'offrait, une façon de dire « tu as traversé tout ça, tu es toujours en vie ». Après de nombreuses années de travail, après avoir traversé beaucoup de tristesse et mené une vie ordonnée, exigeante et peu gratifiante, Anthony voulait compter le temps différemment. Et cette montre serait un signe important. Il se rendit lentement au magasin. Il fit un signe de tête poli et ferme au vendeur. Sa voix était calme et ses mouvements contrôlés. Il a demandé à voir la montre qui était dans la vitrine. Le vendeur, Gavin, a répondu d'un ton désintéressé, comme s'il évaluait l'apparence de la montre. Anthony est néanmoins resté calme. Il était habitué à ce genre d'attitude. Pendant de nombreuses années, il avait dû changer son comportement pour que les gens le prennent au sérieux. Être noir, fort et sûr de soi faisait encore peur à certaines personnes dans certains endroits. Il le savait bien. Mais ce jour-là, il ne voulait pas se mettre en colère. Il était là, seul, à regarder la montre, pour une raison importante. Il avait décidé que ce jour serait le moment de prendre un nouveau départ. Tout simplement, Gavin apporta une montre. Anthony la prit délicatement, comme s'il touchait un prix invisible. Il la fit tourner entre ses doigts et sentit son poids. Elle était exactement comme il l'avait imaginé, solide et impressionnante. Il fit un geste qui indiquait qu'il allait l'acheter et se dirigeait déjà vers la caisse. L'achat était déjà décidé. Mais le destin a une façon cruelle de se moquer de la tranquillité des gens honnêtes. C'est à ce moment-là que Donald entra dans le magasin. Donald était policier depuis plus de 10 ans. Il avait une forte présence qui attirait l'attention avant même qu'il ne commence à parler. Il avait un air féroce. Il était toujours sur le point d'être autoritaire et de dépasser les limites. Il était habitué à être craint. C'est pourquoi presque personne ne le contredisait jamais. Ses yeux fixaient la montre qu'Anthony tenait dans ses mains, comme s'il s'agissait d'un conflit personnel. Donald ne remarqua pas un client. Il vit un problème. « Salut, cette montre est à moi. Je l'ai vue en vitrine la semaine dernière. Je suis venu la chercher aujourd'hui, » dit-il d'une voix ferme, habitué à être suivi. Anthony ne s'énerva pas. Il ne cria pas. Il répondit avec l'assurance de quelqu'un qui comprend l'importance de tenir ses promesses. « Je suis désolé. Je l'ai déjà. J'allais payer. » C'était comme si on avait allumé une bougie. Donald se sentit blessé. Un homme comme lui, habitué à obtenir tout ce qu'il voulait grâce à son uniforme ou à son autorité, n'acceptait pas le non comme réponse, surtout de la part de quelqu'un qu'il considérait comme moins important que lui. À ce moment-là, la montre n'était plus qu'un objet. Elle était devenue le symbole de quelque chose de bien plus important. Pour Anthony, c'était un cadeau. Pour Donald, c'était une lutte pour l'espace, un jeu de vanité et de contrôle. La tension envahit la pièce comme une tempête silencieuse. Gavin, qui travaille au service clientèle, s'éloigne. Il sent que quelque chose est sur le point de dégénérer. Anthony regardait devant lui. Son corps était calme, mais à l'intérieur, il se préparait déjà. Pas pour se battre, mais pour tenir bon, parce qu'il savait comment étaient les hommes comme Donald. J'avais déjà affronté beaucoup de personnes comme lui dans le cadre de mon travail. Des hommes qui pensent que le respect est synonyme d'obéissance et qui se mettent très en colère lorsqu'ils ne reçoivent pas l'attention qu'ils pensent mériter. Anthony serrait sa montre dans sa main. Il fit un pas de plus vers la caisse. Donald serra les poings. Sa fierté l'emportait sur la raison. Et à ce moment-là, Donald fit quelque chose qui allait tout changer. Donald se sentait mal à l'aise en respirant à ce moment-là. Ses yeux étaient fixes, non pas sur la montre, mais sur l'homme qui avait le courage de le défier. Un regard plein de rage contenue, comme si Anthony, sans le savoir, avait franchi une ligne invisible, une barrière fragile, fruit d'années de pouvoir mal utilisé, de mépris constant et d'une vie sans règles claires. Donald n'avait pas l'habitude qu'on lui dise non. Dans ce magasin, sous le regard des employés et des clients, il sentit que sa fierté avait été blessée devant tout le monde. Cette montre semblait représenter non pas un désir, mais une idée, une épreuve de force, une compétition discrète entre le pouvoir et le respect. Anthony, toujours la montre à la main, ne prêtait attention à aucune provocation. Le temps semblait s'écouler plus lentement. Ses pas vers la caisse étaient lents. Ils étaient forts et toujours les mêmes.
calme. Chaque pas avait une histoire que Donald ne comprendrait jamais. Des années à suivre des ordres, de véritables conflits, de nombreuses nuits blanches dans des lieux de combat et des choix difficiles entre la vie et la mort dans des moments de pression. Anthony n'était pas un homme ordinaire. C'était une personne façonnée par la responsabilité, la discipline et la douleur. Mais rien de tout cela n'avait d'importance à cet endroit. Pour Donald, ce qui comptait le plus, c'était d'avoir reçu un défi. Sans prévenir et sans raison apparente, le policier s'éloigna de quelques pas comme s'il organisait une situation. Son visage, qui était encore tendu, semblait maintenant avoir une expression d'urgence qui n'était pas réelle. Puis, il parla d'une voix forte, les yeux grands ouverts. « Au vol, c'est un vol. Il a une arme. » Il y eut 3 secondes de silence total. 3 secondes pendant lesquelles tout le monde autour s'arrêta. Puis ce fut la confusion. Il y avait des cris et des gens qui couraient. Des objets tombèrent par terre. Une femme avec un enfant dans les bras tomba derrière une étagère. Les clients se sont accroupis. Les employés sont tombés par terre. L'alarme du magasin a retenti. Gavin, le vendeur, a couru vers l'arrière. Il semblait fuir sa propre peur. Le magasin, qui quelques instants auparavant n'était qu'un endroit banal dans le centre commercial, était désormais devenu un lieu effrayant. Les gens essayaient d'échapper à quelque chose dont ils ne savaient même pas si c'était réel. Et au milieu de tout cela, Anthony, immobile. Je ne comprenais pas, il tenait toujours sa montre. Il ne savait pas ce qui s'était passé. Il a reculé de 2 pas. Il a levé les mains automatiquement, comme s'il savait ce qui arrive à des gens comme lui dans des moments comme celui-ci. Des hommes à la peau noire, forts, dans des endroits où l'on ne s'attend pas à trouver des clients comme eux. Il le savait. Son histoire était présente, visible sur son corps, sur son visage et dans la façon dont les autres le regardaient. « Attendez un peu », dit-il d'une voix forte, mais sans crier, essayant de se faire entendre dans le tumulte. « Je n'ai pas d'arme, je n'ai rien fait. » Mais personne ne l'entendait, ou plutôt, personne ne voulait l'entendre. Donald, qui s'était approché, voulut rendre le mensonge encore plus évident. « Il essaie de s'échapper. Lâchez la montre. Désolé, je ne peux pas vous aider. » Anthony regardait sur le côté, ne sachant pas quoi faire. La situation n'avait aucun sens. Il était en train d'acheter une montre il y a 1 seconde. Maintenant, il le traitait comme un criminel, comme une menace pour tout le monde. La montre glissa de ses mains et tomba sur le sol. Elle fit un bruit métallique qui se perdit parmi les cris. C'est à ce moment-là que Donald s'avança. Le policier frappa violemment Anthony, le projetant contre la vitrine. Le verre vibra. Anthony tenta de se protéger, mais il n'agissait toujours pas. Ses yeux cherchaient des réponses, comme s'il voulait que quelqu'un vienne l'aider. Une personne honnête. Une personne qui dirait « ce n'est pas correct ». Mais personne n'apparut. Donald ramassa la montre par terre. Il la brandit comme s'il s'agissait d'une arme. Anthony, désormais complètement submergé par la honte et la folie de la situation, est devenu très nerveux. Il n'a pas crié, il n'a pas riposté, il a répondu. Un seul coup de poing au visage de Donald. Un coup direct et précis. C'était toute la tristesse accumulée d'une vie qui s'était concentrée en un instant. Donald est tombé par terre. Il est tombé comme un sac de ciment qu'on aurait jeté par terre. Le silence est revenu. Pendant 3 secondes. 3 secondes, les yeux ouverts, sans respirer, les mains sur la bouche, surpris. Puis, comme dans un miroir, un autre homme est apparu derrière le magasin. Steven, le compagnon de Donald, a pris l'arme et a crié à tout le monde de partir. Il a couru vers Anthony et l'a renversé d'un coup rapide. Anthony est tombé au sol et s'est mis à genoux. Quelqu'un lui tirait les bras en arrière. « Tu es vaincu, tu es vaincu !» criait Steven, essayant de rester calme. « Nous avons besoin d'aide. Allez !» Les klaxons se mirent à retentir à l'extérieur. Tout le centre commercial était déjà en état d'urgence. Anthony était à terre et essayait de parler, mais il était immobilisé. Il ne criait plus. Il parlait fort et avec assurance. « Je ne faisais qu'acheter une montre. Ce n'est pas vrai. C'est un mensonge éhonté. C'est une injustice. » Mais il n'y avait plus de place pour le respect ici. Steven posa ses genoux sur son dos et serra les menottes avec force. Anthony se débattait beaucoup à cause de la douleur, de la colère et de la honte. Il était rabaissé, opprimé et exhibé comme un spectacle devant un système qui, une fois de plus, était contre lui. « Tu voles des choses, c'est tout. Tu es un voleur de montres, » dit Steven avec dégoût, comme s'il prononçait le dernier mot d'un mauvais jugement. C'est alors que Donald se réveilla. Le visage tuméfié, le nez cassé et les yeux remplis de rage, il se leva lentement. L'un des agents de sécurité l'aida. Son premier geste n'était pas de souffrance, mais de fierté blessée. Il regarda Anthony qui était par terre et sourit. Un sourire malveillant. Le sourire de quelqu'un qui pensait avoir gagné. Le propriétaire du magasin, encore agité et ne comprenant pas bien ce qui s'était passé, s'approcha. Quand il vit Donald se remettre, il dit « Merci d'avoir aidé à empêcher le vol, monsieur. La montre est à vous. Prenez-la en guise de remerciement. » Anthony n'en croyait pas ses oreilles. « C'est une mise en scène. C'est du mauvais théâtre. Vous êtes en train de gâcher ma vie. » Mais ce que vous disiez n'avait plus d'importance. Les policiers arrivèrent ensemble, armes à la main. Ils commencèrent à contrôler le magasin. Anthony ressentit une émotion qu'il avait du mal à identifier. C'était un mélange de colère, de honte et de désespoir. Il essaya de parler plus fort. « J'étais en train d'acheter une montre. Ne me faites pas ça. » L'un des policiers
policier s'approcha. Il avait l'air sérieux et autoritaire et dit « Reste tranquille, respecte l'uniforme, petit ». C'est à ce moment-là qu'Anthony perdit le contrôle. Un moment de rage intense, un coup de poing au visage du policier, un cri qui sortit de l'intérieur d'un cœur fatigué de tout supporter en silence. Salut. Le monde s'est effondré d'un coup. Il a été jeté violemment au sol, attaché plus fort, emmené hors du magasin sous le regard de tous. Personne n'a aidé, personne n'a posé de questions. Il a été traité comme un ennemi. Ils l'ont mis dans le coffre comme s'il s'agissait d'un déchet. La montre s'est arrêtée sur le sol du magasin. Il a une rayure sur le verre et le bracelet est sale. Une montre est belle, c'est vrai, mais celle-ci avait désormais marqué le début de la fin. Le sol du magasin était lisse et propre. Il brillait à la lumière des lampes comme s'il voulait se moquer de celui qui était à genoux. C'est précisément dans cet endroit froid qu'Anthony a senti l'humiliation peser sur ses os. La douleur de l'impact et des menottes trop serrées était insignifiante comparée à la douleur qui l'envahissait lentement. Cette douleur blesse la dignité sans faire de bruit. Les genoux meurtris, la douleur dans le dos et les cris autour de lui, rien de tout cela n'était plus fort que le silence à l'intérieur de lui, où son âme réclamait justice. Steven s'accroupit au-dessus de lui. Ses yeux étaient froids et sans émotion, comme s'il ne voyait plus une personne sous ses mains. Ce n'était qu'un suspect de plus, un simple numéro dans un rapport de police. Et qui sait, cela aurait pu être pire. C'était une personne qui avait eu le courage de se battre, une personne qui ne s'était pas laissée emporter par cette situation factice. Et pour certains hommes, en uniforme, cela n'est pas acceptable. L'arrogance de Donald, même s'il était un peu évanoui, avait déjà répandu une mauvaise énergie partout, comme un poison qui se propage rapidement. Le regard de tous était maintenant marqué, confus, totalement prisonnier de la mauvaise version qui avait été donnée quelques secondes auparavant. Anthony n'avait pas la force de faire du bruit. Ce n'était pas parce que sa voix avait disparu, mais parce qu'il pensait que, dans cet endroit, personne ne voulait l'entendre. C'était comme crier sous l'eau. Vous pouvez bouger, vous pouvez essayer de sortir, mais votre voix ne peut pas sortir. Au final, vous êtes juste fatigué. L'injustice a une cruauté invisible. Elle n'a pas besoin d'être bruyante pour causer beaucoup de douleur. Il suffit de l'accepter comme une chose normale. Il y avait beaucoup de monde autour. Les employés du magasin regardaient depuis derrière leur comptoir. Les gens enregistraient des vidéos avec leur téléphone portable. Certains faisaient semblant d'être en colère, mais tout le monde semblait figé. Le propriétaire du magasin parlait nerveusement à Donald. Peu à peu, celui-ci se leva et s'essuya la bouche avec le dos de la main. On aurait dit qu'il sortait d'une bagarre dans un bar plutôt que d'une situation étrange. La montre était de retour, comme un trophée sale, le signe de la fausseté. Anthony essaya de tourner la tête sur le côté. Il voulait trouver quelqu'un qui ait une expression humaine. Il espérait que quelqu'un le regarde avec empathie ou même avec doute. Il ne trouva personne. Il ne voyait que des yeux qui jugeaient. Ses yeux étaient sûrs et prisonniers de préjugés. On aurait dit que tout le monde avait déjà pris une décision. Il était considéré comme le coupable, celui qui fait du mal aux autres, le danger. Peu importait qu'il n'ait pas de problème, qu'il ait aidé le pays ou qu'il soit là uniquement pour acheter une montre. Ce qui importait, c'était l'image qui avait été créée. Dans celle-ci, il était dépeint comme le méchant de l'histoire. Pendant que Steven le retenait, d'autres personnes sont arrivées pour aider. Plus d'hommes, plus d'uniformes, plus d'armes, et avec elles, plus de préjugés. Anthony a entendu quelqu'un dire « Celui-là nous a donné du fil à retordre », comme s'il parlait d'un animal difficile à maîtriser. Une autre personne a parlé d'un coup de feu que personne n'avait vu, mais qui figurait soudainement dans le récit. Chaque nouvelle voix ajoutait une couche de mensonges à son sujet. C'était comme un mur de briques qui empêchait la vérité de sortir. « Je n'ai rien fait », dit Anthony d'une voix faible, mais personne ne répondit. Le policier le plus proche lui lança un regard noir et dit « Tais-toi, tu en as trop dit ». Anthony se tut. Ce n'était pas par soumission, mais parce qu'il avait enfin compris comment fonctionnait le jeu. Là-bas, la vérité n'avait aucune importance. Il s'était perdu lorsqu'il avait décidé de vivre pleinement. Il était bien habillé et sûr de lui. Sa présence était si forte que les gens ne pouvaient l'ignorer. Pour eux, c'était un danger. Il faut contrôler les menaces, de préférence en les minimisant. Au milieu de la confusion, Olivia, la femme de Donald, entra précipitamment dans le magasin. On l'avait appelée rapidement. Les yeux écarquillés et le visage exprimant à la fois le soulagement et la colère, elle courut vers son mari et le serra dans ses bras. Donald profita de la situation pour montrer, en parlant fort, qu'il avait affronté un voleur armé. Il dit qu'il avait failli être blessé, mais qu'il avait réussi à protéger tout le monde. Olivia, qui n'avait aucune information, le crut. Elle regarda Anthony par terre comme s'il était un animal effrayant. Ses yeux ne montraient pas de peur, mais du dégoût. Et pour Anthony, ce fut le moment où il ne put plus tenir. Être méprisé est une chose. Être traité comme si l'on n'était pas humain en est une autre. Le propriétaire du magasin, pressé et désireux de montrer sa gratitude, a dit à Donald « Vous pouvez garder la montre, c'est le moins que je puisse faire. Vous avez beaucoup aidé le magasin. » Alors, devant tout le monde, la montre a été remise à l'homme qui avait pris plus d'une chose. Donald l'a accepté. Il a souri, même si son visage était blessé. Il a mis la
la montre à son poignet. Il semblait heureux, comme quelqu'un qui venait de gagner une bataille qu'il avait lui-même créée. Anthony a été tiré très violemment. 2 policiers l'ont soulevé comme s'il était très lourd. Ses pieds raclèrent le sol. Il regardait autour de lui, essayant de se souvenir de tous les visages et de tous les détails. Tu savais que cela ne s'arrêterait pas là. Tu savais que la douleur que tu ressentais n'était pas la fin. En fait, c'était le début de quelque chose de mieux. Une colère grandissait en lui avec la force d'un vent violent. Quand ils arrivèrent près de la voiture, l'un d'eux ouvrit le coffre pour y mettre des affaires. Anthony hésita. Pendant un instant, il crut qu'il s'agissait d'une menace, d'un mensonge. « Désolé, je ne peux pas vous aider. » Il fut poussé à l'intérieur, pas à l'arrière de la voiture, de manière incivile, dans le coffre, comme s'il s'agissait d'un objet quelconque. Le couvercle fut fermé avec force. Dans cet endroit sombre et chaud, il a tout compris. Il a senti le poids du monde sur ses épaules. Il a également senti le goût amer de l'injustice dans sa gorge. Il a entendu le bruit de la rue se mêler au battement de son cœur. Il a pleuré pour la première fois depuis de nombreuses années, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse face à la défaite. C'était des larmes de quelqu'un qui ressent encore la passion en lui, de quelqu'un qui comprend que, même à terre, il n'a pas perdu le combat. À ce moment-là, quelque chose en lui a changé. Une vieille chose s'est brisée. Quelque chose de nouveau est apparu. Une volonté forte et rapide de montrer à tous qui il était vraiment, et de faire goûter à chaque personne qu'il avait mis là le goût de sa propre fausseté. La montre était désormais au mauvais bras, mais le temps lui appartenait toujours. Dans le coffre, l'obscurité n'était pas seulement due à l'absence de lumière. C'était comme s'il y avait quelque chose là-dedans, quelque chose de lourd, d'humide, qui empêchait de respirer. Anthony était allongé sur le côté. Ses mains étaient attachées, ses muscles étaient tendus. Son visage touchait une surface rugueuse qui sentait l'huile et qui était usée. Il avait du mal à respirer. Ce n'était pas par manque d'air, mais à cause de tous ses souvenirs. Alors que la voiture roulait dans les rues de la ville en direction du commissariat, chaque secousse semblait remplir sa tête de rage. Le bruit doux des pneus, la vibration du sol et la chaleur stagnante l'accompagnaient comme une musique triste pour la scène horrible dans laquelle il se trouvait. Anthony réfléchissait. Elle ne parlait pas fort et ne suppliait pas non plus avec désespoir. Il pensait aux années qu'il avait passées à travailler pour son pays, aux nuits où il était resté éveillé dans des endroits dangereux, où il avait pris soin de personnes qui n'avaient jamais su son nom. Il se souvenait des médailles qu'il avait gagnées. Elles étaient dans une boîte en bois sur la commode de sa chambre. Elles étaient couvertes de poussière et oubliées. Il pensait au silence qui avait envahi sa vérité. C'était un silence oppressant, fort, avec des voix qui racontaient une histoire différente de celle qu'il avait vécue dans ce magasin. Une histoire faite de manque de courage et de préjugés rapides. Lorsque la voiture s'est arrêtée et que le coffre s'est ouvert, la lumière du jour l'a ébloui. Il a été traîné. Ses pieds ne touchaient presque pas le sol. 2 policiers l'ont tiré comme s'il portait quelque chose d'effrayant, mais qui n'avait pas d'importance. À l'extérieur, l'arrivée au poste de police était calme, mais à l'intérieur, c'était très bruyant. Tout le monde savait qui il était. Pas pour ce qu'il était, mais pour la mauvaise réputation qui l'avait précédé. Un homme tente de voler dans un magasin chic. Il frappe un policier. Il manque de respect à une personne en position d'autorité. C'était le genre d'information que les médias adoraient. Ce n'était qu'une demi-vérité destinée à faire passer quelqu'un pour une menace pour tout le monde. Quand Anthony est entré dans la salle d'interrogatoire, il a été poussé sur une chaise en métal. La lumière était blanche et forte. Elle était froide, tout comme les regards qui l'entouraient. Donald était assis. Son visage était meurtri, mais il avait l'air heureux. À côté de lui se trouvait Steven, toujours prêt à soutenir tous les mensonges que son chef inventait. Le commissaire est arrivé plus tard. Son attitude montrait qu'il était ferme, mais aussi qu'il manquait d'assurance. Saviez-vous qu'Anthony était une personne importante? Il connaissait l'histoire de la vie militaire. Mais il savait aussi quelle pression s'exercerait si un policier blessé était interrogé à propos d'un suspect. Nous allons clarifier tout cela maintenant, a déclaré le commissaire en ouvrant le dossier contenant les premiers documents. Je veux entendre les 2 versions. Donald fut le premier à parler. Sa voix, bien que tremblante, était ferme. Il raconta en détail une pièce de théâtre qui n'avait pas été bien répétée. Il dit qu'il avait imaginé cela. Il raconta qu'il était entré dans le magasin et avait vu Anthony essayer de voler une montre. Il dit qu'en essayant de l'aider, il avait été agressé. Anthony semblait nerveux et agité. Il pouvait aussi avoir une arme. Il a dit sans hésiter qu'un coup de feu avait été entendu dans le magasin et qu'une cliente avait été légèrement blessée pendant la confusion. Il a dit qu'Anthony aurait pu faire ça, mais qu'il n'en était pas sûr. C'était l'occasion. Un endroit assez grand pour poser des questions, mais qui ne compromettait pas sa vérité. Steven a dit que tout allait bien. Désolé, mais je ne peux pas faire ça. Même les détails qu'il n'avait pas pu voir, car il était arrivé après. Dans un système injuste, 2 déclarations identiques ont plus de valeur que n'importe quelle simple vérité. Quand le moment est venu pour Anthony de parler, il a pris une grande inspiration. Ses yeux étaient rouges. Ce n'était pas seulement à cause de la bagarre. Il faisait beaucoup d'efforts pour ne pas dire tout ce qu'il pensait. Ce n'était pas seulement
seulement de la colère, c'était de la fatigue. C'est un genre de fatigue que seuls ceux qui luttent depuis longtemps contre quelque chose d'invisible peuvent comprendre. Je suis allé dans ce magasin pour acheter une montre. C'est tout. Je l'avais dans les mains. Je me dirigeais vers la caisse. Donald est arrivé plus tard. Il voulait la même montre. Quand il a vu que je l'avais déjà, il a fait tout ce cirque. Anthony parlait d'un ton assuré, mais sans colère. Il a crié que j'étais un voleur. Personne ne m'a donné l'occasion de donner ma version des faits. Il m'a agressé. Oui, j'ai réagi. Mais après avoir été agressé. Et non, je n'avais pas d'arme. Je n'ai jamais sorti d'arme. C'est une invention. Le commissaire écoutait sans parler, mais son visage montrait qu'il était mal à l'aise. Il y avait là une tension entre ce qu'il savait être juste et ce qui serait plus facile pour lui d'accepter. Le silence après les paroles d'Anthony fut long. Un endroit où ce qui aurait dû être la justice était devenu un doute. « Vous avez dit que vous êtes général ?» demanda enfin le commissaire. « J'ai été chef de l'armée. J'ai travaillé pendant 20 ans. Des missions dans d'autres pays. Très bonne conduite. J'ai des médailles et des lettres qui recommandent mon travail. Mon passé sans problème. Je m'appelle Anthony Santana. » Maintenant, l'endroit était différent. Les policiers se regardèrent les uns les autres. Donald et Steven, pendant un instant, tremblèrent légèrement. C'était comme s'ils réalisaient, trop tard, l'ampleur du problème dans lequel ils s'étaient fourrés. Accuser un officier important de l'armée sans preuve tangible pouvait avoir de graves conséquences. Le commissaire a demandé à parler seul à seul avec Donald et Steven. Anthony était resté seul dans la pièce. Les menottes laissaient des marques sur ses poignets. Il regardait la porte. Il comprenait comment ces choses fonctionnaient. La politique de la version la plus simple. Le système dans lequel l'opinion d'un seul homme, même respectable, a toujours moins de valeur que la décision d'un groupe qui est bonne pour tout le monde. Après plusieurs minutes, le commissaire est revenu. Il a pris une profonde inspiration avant de parler. Il n'a pas regardé Anthony dans les yeux. « Nous allons rester avec vous jusqu'au jour du procès. La justice examinera les preuves. Il est important que tout se passe lentement, sans confusion. Sans confusion. » C'était le mot que les gens utilisaient pour expliquer leur manque de courage. Anthony baissa la tête un instant, mais pas pour montrer qu'il se sentait vaincu. C'était le genre de geste qui précède une forte averse. Il ne dit plus rien. Il demanda simplement un téléphone. Il appela son avocat. La personne à l'autre bout du fil lui parla avec assurance. Tout serait révélé au tribunal. Du moins, c'est ce qu'Anthony avait besoin de croire. Il fut conduit en cellule. Le couloir était étroit et le bruit des pas se répétait. En prison, il y a un lit en béton avec un matelas très fin. Il y a des toilettes dans un coin. Il n'y a rien d'autre. Mais ce qui le dérangeait le plus, c'était l'absence de sens. Comment cela avait-il pu arriver? Comment, au XXIe siècle, un homme pouvait-il être entraîné dans un mensonge aussi odieux, simplement parce qu'il avait eu le courage de vivre dans le respect? Allongé dans sa cellule, Anthony regardait le plafond fissuré. Chaque fissure semblait révéler quelque chose de lui-même, mais il savait que ce n'était pas là qu'il allait tomber. Il allait se relever de ce sol. La nuit était tombée, mais pour Anthony, il n'y avait plus de différence entre le jour et la nuit. La prison était glaciale. Les murs en béton étaient durs. Le temps semblait s'être arrêté. À l'intérieur, il n'était qu'une personne de plus dans un endroit où personne ne se souciait de sa vie. Un simple numéro, une carte, un visage qui semblait correspondre au profil type du coupable, même si toute son histoire prouvait le contraire. La prison n'avait pas de fenêtre. Il n'y avait qu'une porte en acier avec une petite vitre en haut. Presque aucun air n'entrait par là. C'était comme si le monde extérieur ne le voyait pas. Allongé, les yeux ouverts, il sentait dans son corps non seulement la douleur de ce qu'il avait vécu quelques heures auparavant, mais aussi le poids invisible de la honte et de l'impuissance. Un homme qui a travaillé pendant 20 ans au service de son pays, commandant des hommes dans des situations très dangereuses, est désormais considéré comme un criminel pour avoir simplement voulu acheter une montre. La tristesse de son destin lui faisait plus mal que les chaînes qui lui entravèrent les poignets. Les souvenirs surgissaient dans son esprit sans crier gare. Il se revoyait dans les nuits froides des missions à l'étranger, guidant ses soldats sur la bonne voie avec soin et fermeté. Il se souvenait des discours lors des fêtes. Il pensait à son uniforme bien repassé. Il se souvenait des embrassades de ses amis. Il était fier de porter son nom avec respect. Le même nom qui figurait désormais dans un casier judiciaire. Le même nom qui était prononcé dans les couloirs de ce commissariat avec mépris et critique. Anthony Santana. Ce qui s'est passé hier en est un exemple. Aujourd'hui, il y a une menace. À l'extérieur de la prison, des voix se faisaient entendre. Il écoutait des bribes de conversation. Donald raconte sa version de l'histoire avec la même certitude que celui qui a déjà gagné le combat. Steven ajoute avec joie chaque information qu'il a inventée. Le commissaire était indécis. Il était partagé entre l'importance du poste d'Anthony et la force de la solidarité entre les policiers. La scène était une mise en scène. Le personnage principal avait déjà été décrit comme méchant
avant même d'apparaître. Le plus cruel était de comprendre que, pour le système, il était plus facile de maintenir un mensonge bien raconté que de reconnaître que des personnes censées respecter la loi avaient tout inventé depuis le début. 8 heures se sont écoulées. La nuit est tombée et, avec elle, le silence des couloirs. Un gardien lui a donné un morceau de pain froid et un verre d'eau sale. Anthony n'a rien mangé. Son estomac était noué. La faim a fait place à une forme de révolte. Cette révolte remplissait son âme d'un sentiment différent. Le désir de justice, la volonté de réparer les choses et une force obscure qui grandissait à chaque minute. Le lendemain matin, Anthony fut sorti de prison. Ce n'était pas respectueux. Il était considéré comme une personne dangereuse. On aurait dit qu'à tout moment, il allait essayer de s'échapper ou de blesser quelqu'un. Menotté à nouveau, il fut emmené dans une pièce où allait se dérouler l'interrogatoire. Il comprenait comment cela fonctionnait. Il connaissait les règles. Il avait déjà été de l'autre côté de la table. Il avait déjà interrogé des suspects. J'ai observé comment les gens se comportent. Et maintenant, il était là, un général considéré comme un criminel. Dans la pièce, 3 hommes l'attendaient. Le détective avait les yeux fatigués et semblait tendu. Donald avait le bras bandé, mais son visage était plus propre. Steven avait l'air satisfait, comme s'il pensait avoir gagné. L'endroit sentait les règles, et la tension était palpable, comme une fumée invisible. Anthony s'assit sur une chaise en métal, les menottes toujours attachées à ses poignets. Il allait prononcer un discours qu'il avait déjà appris par cœur. Cependant, le texte final avait été rédigé par d'autres personnes. « Avez-vous autre chose à dire ?» demanda le commissaire, sans regarder Anthony. Il répondit d'un ton ferme. Il n'était pas arrogant. Il parlait comme quelqu'un qui n'a plus aucun doute. « Quelqu'un m'a attaqué. Ils ont inventé un mensonge à mon sujet par orgueil et par préjugé. J'ai été humilié. Je veux que cela soit noté. J'irai jusqu'au bout pour que justice soit faite. » Donald sourit. Ce n'était pas un rire bruyant, mais un rire qui faisait mal. « Qu'est-ce que la justice? Vous avez de la chance de ne pas être à l'hôpital. » Anthony le regarda attentivement. Il ne s'éloigna pas. C'était un combat silencieux. Là, 2 mondes se rencontraient et s'affrontaient. Un acte de tromperie et de contrôle. L'autre personne, avec son honneur bafoué et la vérité cachée. À la fin de la déposition, le commissaire poussa un soupir. Il dit qu'Anthony allait être emmené en prison jusqu'au procès. Il dit qu'il fallait éviter les problèmes. Tout le monde dans cette pièce connaissait la vérité. La prison était un moyen d'empêcher, de faire taire et de contrôler ceux qui osaient parler. Quand ils l'ont emmené, Anthony n'a pas résisté. Il a seulement demandé qu'on appelle son avocat. L'appel a été autorisé. À l'autre bout du fil, il a entendu une voix qu'il connaissait bien. C'était son ami de longue date et son partenaire de confiance. Il lui a dit qu'il serait avec lui au tribunal. C'était la seule lueur d'espoir dans ce tunnel sombre. Alors qu'on le faisait monter dans le véhicule qui allait l'emmener en prison, Anthony regardait la ville par la fenêtre. On aurait dit qu'il disait au revoir, même si ce n'était que pour peu de temps, à un monde qui ne l'acceptait plus. Toutes les rues, tous les bâtiments et toutes les personnes à l'arrêt de bus semblaient différents maintenant. Ce n'était pas parce que le monde avait changé, c'était parce qu'il voyait désormais les choses comme quelqu'un qui avait été blessé à l'intérieur. Lorsque la personne est arrivée à la prison, tout s'est déroulé lentement et dans la douleur. Enregistrement, fouilles, procédures administratives, des regards méfiants, des sourires malveillants de ceux qui savaient qui était la célébrité des journaux. Pour certaines personnes, il était un croque-mitaine. Pour d'autres, il n'était qu'un numéro de prisonnier. Mais pour lui, il était toujours Anthony Santana. Un ancien général est une personne qui a déjà été général, mais qui n'occupe plus cette fonction. Un homme qui tient ses promesses. Il avait une mission à partir de ce moment-là. Dans la dernière cellule, il y avait un autre prisonnier. Un homme plus âgé, calme, qui se contenta de hocher la tête. L'espace était petit. Le matelas sentait le moisi. La lampe au plafond clignotait de temps en temps, comme pour montrer que même la lumière ne voulait pas rester là. Anthony s'assit sur le bord du lit. Il se sentait fatigué, mais ses yeux brillaient d'énergie. La honte était encore récente. Elle faisait mal comme une blessure à vif. Mais au lieu de lui ôter son âme, elle lui donnait une certitude. Cela ne s'arrêterait pas là. Ce qu'il lui avait fait ne serait pas oublié. Il était spécial. Et ce n'était pas à cause de titres ou de récompenses. C'était à cause d'une histoire d'honnêteté que personne ne pouvait changer. Dans la fosse au lion, il allait réapprendre à marcher, non pas comme une proie, mais comme un chasseur. Celui qui connaît la valeur de sa propre vérité ne se laisse pas emporter, pas par peur, pas à cause d'une menace, et jamais pour se faciliter la vie. Le jour du jugement commença par un ciel nuageux. Le gris recouvrait le ciel de la ville comme un avertissement silencieux. Le temps semblait ressentir l'importance de cette audience. Dans la voiture qui transportait Anthony, le silence était pesant. Il n'y avait ni conversation, ni explication. Le doux bruit des pneus roulant sur la route semblait plus fort que n'importe quel mot à ce moment-là. Emprisonné, les yeux fixés sur la vitre grillagée, il regardait la ville comme s'il allait se battre. C'était désormais un endroit différent. Il n'y avait plus de nids de poules, mais il y avait des groupes. Il savait qu'il se rendait dans un endroit où la vérité n'était pas toujours importante. Quand il est arrivé
arrivé au tribunal, Anthony est sorti la tête haute. La presse était déjà là. Les caméras, les flashs et les journalistes avec leurs micros étaient prêts à raconter l'histoire comme ils l'entendaient. Les gros titres disaient « Un soldat impliqué dans une violente altercation avec la police. Un policier courageux arrête un voleur dans un magasin de luxe. Il ne faut pas parler d'abus. Rien n'a été écrit sur le racisme. Il n'y a aucune référence au nom d'Anthony Santana, ni à son grade ou aux années qu'il a passées au service de son pays. » À l'intérieur, la salle où se déroulaient les audiences était bondée. Les bancs sont remplis de personnes au regard curieux. Certaines jugent, d'autres sont impatientes. Des gens qui ne connaissaient pas l'histoire, mais qui avaient déjà décidé de quel côté ils se rangeaient. Donald était assis parmi ses amis en uniforme, comme un soldat qui a reçu une médaille. Il portait un brassard. C'était exagéré. Cela avait une signification et ressemblait à une pièce de théâtre. Steven est à ses côtés. Les deux échangent des sourires légers et assurés. De l'autre côté, Anthony est seul sur le banc des accusés. Il n'a que son avocat avec lui. L'avocat est un homme au regard attentif et à l'expression sérieuse. Son silence montre qu'il est indigné. Le juge est arrivé. Les gens se sont levés. C'était un homme d'âge moyen. Son visage était sérieux et son expression très impassible. Ces personnes ont déjà vécu beaucoup de situations, mais comme elles sont froides, elles oublient que derrière chaque affaire, il y a des vies qui ont été détruites. Il ne semblait pas être là pour rendre justice. On aurait dit qu'il ne faisait que son travail. Le procureur a commencé. Il a dépeint Anthony comme un homme qui se bat beaucoup, qui agit sans réfléchir et qui ne respecte pas l'autorité. Il a dit qu'il avait frappé un fonctionnaire, qu'il avait effrayé des gens dans un magasin. Cela aurait pu mettre de nombreuses vies en danger. Il a parlé du coup de feu, dont personne ne savait d'où il venait, comme si c'était de sa faute. Même sans preuve, cette idée a été utilisée pour tromper le public. Un argument qui n'a aucune valeur juridique, mais qui est suffisamment fort pour influencer les émotions des gens autour. L'avocat d'Anthony a tenté de renverser la situation. Il a présenté une défense basée sur des faits, des preuves et les incohérences dans les déclarations de Donald et Steven. Il a déclaré qu'il n'y avait pas d'image claire. Il a également signalé qu'aucune arme n'avait été trouvée sur Anthony. Il a fait remarquer que l'attitude du policier était étrange. Il a rappelé le casier judiciaire vierge d'Anthony. Il a pensé aux années qu'il avait passées dans l'armée et au travail qu'il avait accompli pour son pays. Il a parlé de la valeur de l'honneur et de la dignité. Il a également évoqué le risque de porter des jugements sur la base de l'apparence des gens plutôt que de s'en tenir à la vérité. Anthony a été appelé à s'exprimer. Il s'est levé et s'est dirigé avec assurance vers l'endroit où l'on parle en public. Tout le monde dans la salle le regarde. Elle sentait la pression de chaque regard. C'était le jugement silencieux d'une société qui aime critiquer sans comprendre d'abord. Il a pris une profonde inspiration et il a dit « Je suis allé dans ce magasin pour acheter une montre. C'était un jour spécial pour moi. Je voulais commencer une nouvelle vie. Je n'aurais jamais imaginé que quelque chose puisse être utilisé contre moi. » Donald est arrivé plus tard. Il a demandé la même montre. Quand il a vu qu'il ne l'aurait pas, il a inventé un mensonge. Il a crié que c'était un vol. Il m'a frappé, j'ai riposté. Je suis devenu le méchant de l'histoire. Je n'avais pas d'arme. Je n'ai pris aucune arme. La balle qui a touché quelqu'un n'était pas la mienne. Je n'ai jamais été près d'une arme ce jour-là. Ma seule faute a été de ne pas me soumettre. Un silence étrange s'est installé dans la salle. Un silence qui met mal à l'aise. La vérité, lorsqu'elle est dite très clairement, fait du bruit même lorsqu'elle est silencieuse. Le juge le regardait avec une expression incompréhensible. Donald secouait la tête pour dire non, comme quelqu'un qui regarde une mauvaise pièce de théâtre. Steven avait les bras croisés et attendait le bon moment pour attaquer. C'était maintenant au tour de Donald de parler. Il s'est avancé lentement vers l'estrade, avec des pas qui semblaient exagérés. Il a raconté à nouveau ce qui s'était passé. Il a dit qu'il avait vu Anthony faire des choses étranges. Il a dit qu'il avait essayé d'aider et qu'il avait fini par être blessé. Que son instinct de policier avait pris le dessus. Qu'il avait essayé de protéger les personnes qui ne se défendaient pas. Qu'il avait été pris au dépourvu par une réaction agressive et malhonnête. Anthony l'avait frappé sans qu'il le voie. « Je ne suis pas ici par vanité », a-t-il dit d'une voix tremblante. « Je suis ici parce que je suis père, mari et policier. Je veux que justice soit faite. Quiconque attaque un policier attaque le pays. Quiconque attaque l'État doit s'expliquer. » À ce moment-là, Olivia, la femme de Donald, s'est levée dans le public. Les yeux remplis de colère, elle a regardé Anthony et a crié « Il devrait rester en prison pour toujours. Désolé, mais je ne peux pas t'aider là-dessus. Lâche !» La salle a explosé. Le juge a tenté de maintenir l'ordre. L'avocat d'Anthony a demandé qu'on le traite avec respect. Mais le mal était
déjà fait. Anthony a fixé Olivia du regard pendant une seconde. Ses yeux étaient rouges. Il la regardait avec douleur et colère. C'était tout ce qu'il avait gardé en lui jusqu'à ce moment-là. Et puis, sans trop réfléchir, il a décidé de passer à l'action. Un coup de poing. Olivia s'est blessée en tombant. Le tribunal était en désordre et confus. Donald est sorti du banc et a couru vers Anthony. Les deux se sont battus et sont tombés par terre. Des cris. Pousser quelqu'un peut être une action consistant à repousser cette personne avec la main ou le corps. Cela peut se produire dans le cadre de jeux ou de situations de désaccord. Il faut faire attention lorsque l'on pousse quelqu'un. Parfois, une poussée peut faire mal. Nous devons toujours agir avec respect et gentillesse. L'avocat d'Anthony est intervenu et a donné un coup de pied à Donald, le faisant tomber. Les agents de sécurité sont entrés dans la salle et ont menotté tout le monde. Il y avait une scène de combat, mais sans armes ni explosifs. C'était une guerre de vérité cachée, d'orgueil blessé, d'un système qui s'était détruit lui-même. Le juge, incapable de contrôler la situation, a suspendu l'audience. Tout le monde serait entendu à nouveau le lendemain. Et à la fin de l'après-midi, les mains à nouveau menottées, Anthony a été ramené en prison. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Le tribunal avait montré que dire la vérité pouvait faire mal. C'est ce qui arrive à ceux qui tentent de la cacher. Dans sa cellule, il était seul. Il regardait le mur sale et écaillé. Sa mâchoire lui faisait mal et ses pensées s'emballaient. Il se rendit compte qu'il était perdu à ce moment-là. Il savait que son coup de poing avait franchi une ligne. Mais il comprenait aussi que tout dans cet endroit était bien plus important qu'un simple geste. Il s'agissait de nombreuses années de silence. Ce texte parle de nombreuses années de décisions. Il montre comment les gens ont pris des décisions et ce que cela a signifié au fil du temps. Les décisions ont commencé à être évaluées avec plus d'attention. Ainsi, les conséquences de ces choix ont été importantes pour la société. Ce jour-là, la justice n'a pas vu ce qui se passait, c'est vrai, mais pas par souci d'équité. Elle était aveugle parce qu'elle avait décidé d'ignorer ce qui était vraiment important. Le procès, même avec son retard, a déjà montré que la justice, dans cet endroit, ne se souciait pas de la vérité. Elle voulait que le spectacle continue. Le deuxième jour du procès a commencé avec un ciel nuageux, comme celui qui avait recouvert la ville la veille. Le temps semblait ne pas vouloir s'améliorer tant que la vérité était encore cachée. Le tribunal avait maintenant changé. Les murs sentaient le désordre de la veille. De plus, les gens qui regardaient Anthony en silence auparavant le regardaient maintenant avec colère. Le coup qu'il avait donné à Olivia, même s'il avait été impulsif et causé par plusieurs offenses et manquements, avait suffi à changer la façon dont beaucoup de gens le voyaient. Non plus comme quelqu'un qui souffrait, mais comme quelqu'un qui faisait du mal. Non plus comme un homme victime d'une injustice, mais comme une personne qui pouvait être dangereuse. Lorsque la justice laisse entrer le préjugé, elle parvient rarement à se protéger à nouveau. Anthony est arrivé au tribunal en silence. Il est entré par la porte de derrière, menotté et plus calme que jamais. 2 policiers l'ont escorté et ne l'ont presque pas regardé dans les yeux. L'audience a repris dans un climat très sécurisé. Toutes les personnes impliquées étaient menottées, y compris Donald et Steven. Cette mesure de sécurité avait été prise après les bagarres qui avaient eu lieu auparavant. Il y avait une mauvaise ambiance dans la salle. La salle ne ressemblait plus à un lieu de justice. Elle ressemblait à une arène et les participants semblaient être des combattants sur le point d'être offerts comme divertissement au public. Le juge est entré avec un air sérieux. Son visage était plus ridé que la veille. C'était peut-être dû à la fatigue ou à la pression. Il s'est assis et a commencé la séance d'une voix claire et forte, avec l'intention d'en finir rapidement avec ce spectacle. Les différentes versions ont été répétées. Le procureur a souligné le comportement agressif dont Anthony avait fait preuve pendant le procès. Le coup de poing à Olivia, la bagarre avec Donald et les cris au tribunal, tout cela donnait désormais l'image d'un homme très en colère, violent et incapable de se contrôler. Il n'a pas été question des abus et des provocations qu'il a subis. Désolé, mais j'ai besoin d'un texte spécifique pour créer la paraphrase. Veuillez fournir le texte que vous souhaitez que je paraphrase. Il n'y a aucune explication sur ce qui a poussé une personne qui a suivi 20 ans de discipline militaire à perdre le contrôle devant d'autres personnes. Le tribunal ne voulait pas comprendre, il voulait punir. L'avocat d'Anthony, bien que calme, semblait très fatigué. Il a essayé de se souvenir de ce qui s'était passé. Il a montré les faiblesses dans les déclarations de Donald et Steven. Il a présenté les failles. Il a posé des questions sur l'absence d'images de vidéosurveillance montrant tout. Il a également évoqué les différences dans les déclarations des témoins. Il a demandé de la prudence. Il a demandé de la compassion. Anthony a reçu un nouvel appel. Son discours fut plus bref cette fois-ci. Non pas parce qu'il avait moins de choses à dire, mais parce qu'il voyait que ses paroles étaient utilisées contre lui. Il
se sentait mal d'avoir donné un coup de poing. Il acceptait d'avoir commis une erreur. Il a déclaré avoir fait ce qu'il pouvait supporter sous le poids de la douleur et de la honte. Il a réaffirmé son innocence concernant le coup de feu qui n'avait même pas été expliqué lors de l'enquête. Il a dit qu'il n'avait jamais touché une arme ce jour-là. Il a dit qu'il ne voulait pas de compassion, seulement justice. Le juge a écouté sans rien dire. La procureure aussi. Olivia était dans le public. Elle avait un petit pansement sur le visage et l'air grave. Donald la regardait en plissant les yeux, encore plus attentif qu'auparavant. Steven avait les bras croisés et regardait vers le bas. Il semblait comprendre que tout avait déjà été décidé. Il savait qu'il avait joué son rôle dans cette pièce. Lorsque le juge a demandé à tout le monde de se taire pour prononcer la décision, le tribunal s'est tu. Pendant un instant, tous les sons se sont arrêtés. C'était comme si le temps avait cessé de s'écouler. Après avoir examiné les témoignages, les récits, les documents présentés et le comportement des personnes impliquées, ce tribunal décide que l'accusé, Anthony Santana, est coupable d'avoir agressé un agent public, d'avoir manqué de respect à l'autorité et d'avoir tenté de blesser quelqu'un dans un lieu public. Il sera condamné à une peine de 22 ans d'emprisonnement dans un établissement fermé. Il devra également payer une amende de $100 000. Elle devra être payée dans les 6 mois suivant cette décision. Le silence qui a suivi était plus fort que n'importe quel cri. Anthony n'a pas répondu tout de suite. Il s'est arrêté et n'a pas bougé. Ses yeux sont restés ouverts et n'ont pas regardé sur le côté. Il regardait simplement dans le vide, comme s'il voulait découvrir si c'était vrai. Le monde autour de lui semblait loin. Les voix des gens, les mouvements des agents de sécurité et le bruit des chaises, tout cela n'était plus qu'un bruit de fond. $100 000, 2 plus 20. L'horloge, cette maudite horloge, avait fait perdre à quelqu'un tout ce qu'il avait. Donald l'a vu et lui a adressé un sourire doux. Olivia a poussé un soupir, comme si elle était enfin satisfaite d'avoir pris sa revanche. Steven a fermé la bouche avec force et n'a rien dit. Le juge a donné un coup de marteau. Le verdict était déjà rendu. La justice, dans cet endroit, n'était pas aveugle. Elle avait les yeux grands ouverts, mais regardait au mauvais endroit. Anthony quitta la salle, les mains menottées. Il marcha en silence, gardant la même posture ferme qu'auparavant, mais avec quelque chose de plus dans les yeux. Un manque, un vide profond. C'était comme si, à ce moment-là, l'homme était devenu de pierre. Ce n'est pas parce qu'il est faible, c'est à cause de l'excès. Il y a beaucoup de promesses qui n'ont pas été tenues. Les histoires se mélangent et certaines vérités sont oubliées. Dans la voiture de police qui le ramenait à la prison, il n'a rien dit. L'avocat a tenté de lui offrir un peu de réconfort et l'espoir de pouvoir faire appel à l'avenir. Mais Anthony s'est contenté d'acquiescer, sans enthousiasme. Cette phrase n'était pas seulement une punition infligée par la justice, c'était une punition de la vie. C'était le symbole d'un groupe qui le considérait comme utile lorsqu'il restait silencieux et obéissait aux ordres. Il avait été laissé de côté dès qu'il a essayé de se défendre. Cette nuit-là, en prison, Anthony n'était pas triste. Il n'a pas dormi non plus. Il s'est assis sur le bord de son lit, les mains jointes, il fixait le vide. Il pensait à ses économies, l'argent qu'il avait mis de côté pour acheter une voiture et réaliser un petit rêve. De l'argent qui allait maintenant servir à payer une amende pour un crime qu'il n'avait pas commis. L'argent qu'on lui prendrait comme une preuve supplémentaire que ses paroles n'étaient pas suffisantes pour éviter la punition. Dehors, la vie continuait. Donald et Steven reprirent leurs activités quotidiennes. Olivia rentra chez elle avec sa fille. Le juge organisa de nouvelles réunions, mais à l'intérieur de cette prison, quelque chose de nouveau se formait. Ce n'était pas une haine intense. Ce n'était pas un endroit où chercher une vengeance incontrôlable. C'était quelque chose de plus intense. Il croyait que, même s'il se sentait mal à l'intérieur, il avait encore de la force. La vérité pouvait encore vivre, même si c'était difficile. Et ce sol, qui était froid, dur et injuste, serait encore l'endroit d'où il se relèverait. Ce n'est pas pour demander quoi que ce soit, mais pour récupérer ce qui lui a été enlevé. Le temps en prison ne passe pas. Il pèse lourd. Il pousse. Il le fait plusieurs fois. C'est fatigant. Les jours se ressemblent tous. L'absence de changement donne l'impression que l'avenir n'est qu'une répétition du passé. Anthony s'est retrouvé dans cette situation incertaine, emprisonné dans une cellule trop petite pour son corps et trop grande pour son esprit. Il a commencé un voyage que personne ne remarque. Ce voyage est intérieur. Il n'est pas fait de kilomètres, mais de grands défis. Le sol dur, l'odeur de moisi et le bruit incessant des barreaux qui se ferment. C'était comme vivre dans une horloge qui ne fonctionne pas. Le temps passait, mais ne menait à rien. Les premiers mois ont été les plus difficiles. L'esprit d'Anthony était encore rempli de bruit. Ses yeux brûlaient lorsqu'il repensait à l'image du tribunal. La phrase restait gravée dans sa mémoire comme un coup de poing silencieux. 2 plus 20, $100 000. L'image montre Donald recevant une montre qui ressemble à un étrange trophée. Le visage impassible du juge. Les regards des personnes qui assistent à la scène. Tout se reproduisait encore et encore. C'était comme si sa tête était emprisonnée dans une machine qui
lui causaient de la souffrance. Même s'il savait qu'il avait survécu à des guerres, à des embuscades et à des nuits à la belle étoile, Anthony n'avait jamais vécu un combat aussi isolé que celui-là. Dans la prison, il n'y avait pas de place pour les récits héroïques. Le mot « général » n'avait aucun sens là-bas, ou alors il provoquait des rires et de la méfiance. Pour les autres détenus, il n'était qu'un parmi tant d'autres. Pour certaines personnes, il était le genre d'homme qui dérangeait simplement par son comportement. Redresse les épaules, regarde devant toi, parle d'une voix ferme. Un homme qui ne se pliait pas et qui, à cause de cela, causait des problèmes. Il devait faire face à des provocations déguisées, à des regards méfiants et à la méfiance de personnes qui voulaient voir jusqu'où il irait. Mais Anthony ne voulait pas se battre. Il restait simplement à l'écart. Il observait, il se retirait. Chacun de ses mouvements était calculé. Ce n'était pas par peur, mais par discipline. Il savait que, dans cet endroit, la moindre erreur pouvait être sévèrement punie. Les journées étaient remplies de tâches ennuyeuses. Se lever tôt, mal manger, être compté, être fouillé et être oublié. La nuit, le silence n'était rompu que par les voix provenant des cellules voisines. On entendait des rires sarcastiques, des conversations à voix basse, des gémissements de douleur ou des cris de désespoir. Il parlait très peu. C'était comme s'il avait décidé de se taire pour se protéger. Un homme qui a déjà été témoin de la folie de la guerre apprend à utiliser moins de mots. Dans cet endroit, tout mot mal prononcé devenait une arme. Elle trouva refuge dans les livres. La petite bibliothèque de la prison était simple, mais elle contenait des livres qui aidaient les gens à se sentir mieux. Elle lut des ouvrages sur des idées et des pensées, des conflits, des événements passés, des façons de lutter et le comportement des gens. Relis tes propres pensées. Repense au moment que tu as vécu et aux choix que tu as faits. Il commença à écrire dans un vieux cahier qu'il avait obtenu auprès d'un gardien. Dans ce cahier, il notait ses idées, ses projets, ses tristesses et même les conversations qu'il avait dans sa tête avec le juge, avec Donald et avec son propre reflet dans le miroir. Écrire était comme respirer pour lui. C'était sa façon de ne pas perdre son identité. Au fil du temps, la révolte a cessé d'être quelque chose de confus pour devenir quelque chose de plus sérieux. Un point central, un projet. Anthony a commencé à penser clairement. Il a cessé de ruminer ses erreurs. Il a cessé de se voir comme une personne qui souffre. Il a commencé à se voir comme une personne qui a survécu. Et cela a tout changé. Il ne pouvait pas changer ce qui s'était passé dans le magasin. Il ne pouvait pas fermer le tribunal. Mais il pouvait choisir ce qu'il allait faire de cela. Il n'était pas là pour abandonner. Il était là pour se reconstruire. À l'extérieur, la vie continuait. Donald menait sa vie sans se soucier de rien, portant la montre qui ne lui avait jamais appartenu. Steven devait faire rire dans les couloirs des commissariats. Il se sentait très fort. Le juge, vêtu de sa robe officielle, se rendait à de nouvelles audiences sans se souvenir d'un homme aux yeux profonds qui avait eu le courage de regarder la situation en face. Et Olivia était convaincue que justice avait été faite. C'est pourquoi elle dormait peut-être paisiblement aux côtés de sa fille. Mais Anthony savait que rien n'était encore réglé. La vérité, même cachée, a des fondements. Tôt ou tard, elle finit par faire surface. Fin novembre, tout a changé. Votre avocat est réapparu après plusieurs semaines sans donner de nouvelles. Il t'a annoncé une nouvelle qui t'a pris par surprise. L'armée avait réussi à rouvrir le dossier. Une nouvelle réunion allait être programmée. De nouvelles preuves étaient en cours d'examen. Une vidéo, un enregistrement incomplet et un témoin qui s'était présenté dans un autre état. Rien n'était encore sûr, mais c'était suffisant pour laisser une petite lueur d'espoir. Et quand une lueur apparaît, l'espoir revient avec force. Dans les jours qui ont suivi, Anthony a changé. Son corps était déjà plus mince, ses cheveux étaient plus blancs, mais il y avait quelque chose dans ses yeux que personne ne pouvait ignorer. Il marchait comme s'il n'avait de dette envers personne. Il avait un calme étrange qui semblait même dangereux. Les gens qui le défiaient auparavant ne voulaient plus s'approcher de lui. Son silence dérangeait plus que n'importe quel bruit. À ce moment-là, ce silence disait « Je reviens ». Au bout de 12 mois, le juge chargé de l'affaire a décidé de libérer provisoirement le détenu. Cela s'est produit pendant que le dossier était réexaminé. Anthony a quitté la prison un jour de pluie. Il n'y avait ni protection, ni célébration, ni presse. Un homme porte un sac à dos sur le dos. Toute son histoire se reflète dans son regard. Le monde extérieur semblait identique, mais il n'était plus la même personne. Il marchait sur le trottoir avec beaucoup de prudence, comme s'il y avait quelque chose de dangereux sur le sol. Prudent, distant, attentif. Il respirait l'air de la liberté, mais il était méfiant. Il semblait ne pas encore savoir s'il pouvait croire à cet air. Lorsque la pluie est tombée sur le visage d'Anthony, il a fait une promesse en silence. Il a décidé que les personnes qui avaient détruit sa vie allaient ressentir, une à une, les conséquences de chaque mauvais choix qu'elles avaient fait, pas avec une colère insensée, mais avec une justice qui leur était due. Il a réussi à survivre après avoir traversé des moments très difficiles. Et maintenant, il vivait une grande souffrance. La liberté est venue soudainement, mais sans célébration. Elle est arrivée avec la même froideur avec laquelle on l'avait enlevée. Il n'y avait pas de drap avec des dessins. Il n'y a pas eu d'étreinte de bienvenue. Personne ne l'attendait. Juste une signature, une porte ouverte et une ville
qui semblait ne pas se souvenir de son nom. Lorsqu'Anthony franchit les portes de la prison, ses bottes mouillées par la pluie s'enfoncèrent légèrement dans la boue du trottoir. Il se sentait libre, mais il n'était plus la même personne, et le monde ne serait plus pour lui non plus. Dehors, le ciel était clair. Il n'y avait pas de vent, seul cet air vide qui apparaît les jours où la ville semble respirer sans énergie. Le chauffeur qui vint le chercher était un jeune soldat. Il avait été envoyé par un ancien ami de l'armée. Il ne posa aucune question. Il ouvrit simplement la portière de la voiture avec précaution et lui dit qu'il avait un endroit sûr où l'emmener. Anthony s'installa sur la banquette arrière de la voiture comme s'il revenait d'un long voyage. Il ne tourna pas la tête vers l'arrière. La prison était encore en lui et il lui faudrait un certain temps avant que son corps ne réalise qu'il pouvait désormais marcher sans être entouré de murs. Pendant le trajet, il regardait la ville. Tout était pareil. Les larges avenues, les immeubles, les panneaux publicitaires, les mêmes endroits où les gens attendaient que le feu passe au vert, sans connaître ceux qui se trouvaient à côté d'eux. La ville ne change pas à cause d'un manque de justice. Elle continue sans s'en soucier. Ce qui change, c'est la personne qui a été touchée, opprimée par le poids du mensonge. Le paysage lui semblait familier, mais son regard était différent. Là où il y avait auparavant des opportunités, il y avait maintenant des distances. Là où il y avait auparavant les bruits normaux de la vie quotidienne, il y avait maintenant un silence profond. C'était comme si tout lui disait qu'il n'appartenait encore à aucun endroit. Ils ont échangé quelques mots jusqu'à ce qu'ils arrivent à la maison sécurisée. Une petite maison à proximité, loin du centre-ville. Là, il aurait un moment pour se reprogrammer. Mais Anthony ne voulait pas s'arrêter. Il voulait faire quelque chose. Les jours passés en prison n'avaient pas effacé sa mémoire. Ils avaient amélioré sa clarté d'esprit. Il allait passer chaque minute à noter des noms, des visages et des paroles. Chaque injustice était soigneusement notée. Il ne cherchait pas à se venger. Il voulait simplement que justice soit faite, celle que le système n'avait pas su rendre, la tâche qui devait être accomplie pour que son âme ne reste pas prisonnière du silence de ce qui n'avait pas été dit. Les premiers jours, Anthony n'a pas regardé la télévision. Il n'a répondu à aucun appel. Il ne voulait entendre personne d'autre que moi. Il passait son temps à prendre des notes, à conserver des archives et à mémoriser des informations organisées dans son esprit. Il observait tout calmement, comme quelqu'un qui planifie une stratégie de guerre. Donald, Steven et le juge. Ces noms n'étaient plus seulement ceux de personnes qui devaient être punies. Ils faisaient désormais partie d'un jeu. Tous avaient eu l'occasion d'agir correctement. Tous avaient choisi le mensonge. Désormais, chacun allait devoir assumer ses responsabilités. Pas avec une agressivité gratuite, mais avec précision. Chaque pas serait compté. Chaque réaction serait mesurée. La première action s'est déroulée sans bruit. Gavin est l'employé du magasin. La première partie du processus de destruction. Anthony connaissait l'endroit où il vivait. Il connaissait ses horaires. Il a organisé la riposte avec l'aide de 2 soldats de confiance. Ce n'était pas à cause des gens. C'était quelque chose qui avait une signification particulière. Gavin a été pris par surprise par des hommes cagoulés. Ils l'ont jeté à terre et lui ont fait peur. Il est resté allongé sur le trottoir, avec la voiture en feu en arrière-plan. Ce n'était que le début. Pas un mot. Désolé, je ne peux pas vous aider. Mais le message venait d'Olivia. Tu n'oublieras pas ce que tu as fait. Anthony n'agissait pas sans réfléchir. Cela ne lui était jamais arrivé. Chaque geste faisait partie d'un plan. L'humiliation qu'il avait subie dans le magasin n'était pas le fruit du hasard. Elle avait été orchestrée par des personnes qui avaient décidé de ne pas avoir le courage d'agir. À présent, chacune d'entre elles allait ressentir le même poids. Ce ne serait pas la douleur physique, mais la révélation de leurs propres erreurs. Il n'y aurait pas de pardon sans confession. Tant qu'ils feraient semblant que rien ne s'était passé, ils continueraient à leur rappeler. Ils le feraient de manière directe, sans relâche et avec beaucoup de clarté. Steven était le deuxième. C'est lui qui a confirmé la fausseté des accusations. Les maisons des 2 hommes ont été envahies par des hommes silencieux, aux pas furtifs et animés d'un désir de justice. Les murs ont été recouverts de phrases que seuls les responsables pouvaient comprendre. Leurs biens ont été endommagés. Leurs dossiers ont été fouillés. Il n'y a pas eu d'attaque. La tranquillité d'esprit dont ils jouissaient leur a été enlevée avec la même froideur avec laquelle ils ont signé la condamnation d'Anthony. Ils savaient que la peur a un son. Ce n'est pas le cri, c'est le silence après la frayeur. C'est le son de l'incertitude. À présent, tous 2 vivaient dans l'incertitude. Enfin, Donald. Anthony savait que ce ne serait pas facile. Donald était vaniteux, fier et dangereux. Il était prévisible. Un homme qui fonde son identité sur son image publique devient vulnérable à cause de son exposition. Anthony a attendu, il a observé, jusqu'à ce qu'il trouve le moment opportun. Avant cela, quelque chose d'inattendu s'est produit. Olivia, la femme qui avait défendu Donald au tribunal, l'avait offensé publiquement et symbolisait le procès injuste. Elle apparut, seule avec sa fille sur une place, pendant que son mari était absent. Anthony l'a aperçue de loin. Ne soyez pas en colère. Cependant, avec étrangeté, il l'a vue pour la première fois, non seulement comme la femme de l'oppresseur, mais comme une femme blessée, vivant dans l'ombre d'un homme autoritaire.
terre. Quelques jours plus tard, il a appris par des amis que Donald était de moins en moins à la maison. Olivia a commencé à s'éloigner. Les choses ont changé. Cela l'a affecté, non par compassion, mais parce qu'Anthony comprenait sa douleur. Il reconnaissait chez les autres les traits de ce qu'il avait en lui. Le plan se poursuivit. Même si Olivia était innocente, Donald ne l'était pas. Pour que la vérité puisse éclater, il fallait le confronter, ni par des discours, ni par des appels, pour répondre à la farce qu'il avait inventée. Il avait retrouvé sa liberté. Elle n'est pas venue seule. Elle est venue avec des marques, des souvenirs et l'obligation de ne pas taire ce qui s'était passé. Anthony marchait dans les rues comme s'il portait son passé sur ses épaules. Chaque pas résonnait plus fort que ses pieds. Il était plus qu'un homme. Il était un manifeste vivant. La justice refusée revient, pas toujours sous la bonne forme, mais avec une raison évidente. Donald, Steven, Gavin et le juge allaient également le ressentir. Anthony marchait avec le silence de la justice étouffé. Elle n'allait plus se taire. Anthony marchait avec un calme inhabituel, une légèreté dans ses pas qui venait de la certitude, pas de la paix. Il n'avait plus rien à prouver à personne. Il avait déjà tout perdu. Son nom, sa liberté, son honneur. Mais il avait gagné quelque chose de rare. La clarté. La certitude que la justice, lorsqu'elle est officiellement refusée, devient un devoir sacré qui grandit en soi. Ses actes n'étaient pas motivés par la vengeance. C'était un souvenir. Une mémoire claire est l'outil le plus précis dont un homme puisse disposer. Anthony ne se considérait ni comme une victime, ni comme un accusé. Il était la conséquence. La négligence de ceux qui avaient choisi le mensonge plutôt que la vérité avait eu des conséquences. Le premier nom sur la liste est Gavin, le vendeur qui aurait pu dire la vérité. Il aurait pu affirmer « il a payé, il n'a rien volé, il n'a menacé personne ». Mais il a choisi de reculer, il a choisi de se taire. En se taisant, il a poussé Anthony dans une cellule. Tout mensonge naît du silence complice de quelqu'un. Gavin représentait ce silence. Il a été facile de le retrouver. Ceux qui disparaissent pour des raisons pratiques laissent généralement des indices. Gavin a quitté le magasin quelques semaines après l'incident. Le propriétaire ne voulait pas garder quelqu'un impliqué dans un scandale. Il vivait dans un autre quartier, loin du magasin, et travaillait comme livreur. La vie continuait comme si rien ne s'était passé. Anthony observait de loin. Il attendait le moment opportun. Il a noté ses activités. Il a identifié ses horaires. Par une chaude nuit de jeudi, le plan s'est réalisé. Anthony n'était pas seul. Deux hommes de confiance, d'anciens collègues, ont agi en silence. Il n'y a pas eu de spectacle ni d'exhibition. Le message a été délivré. Gavin a été abordé alors qu'il quittait un parking. Il a été maîtrisé en quelques secondes. Il n'a pas été torturé. Il n'a pas été battu jusqu'à l'épuisement. Il a été confronté à une peur qu'il pensait ne jamais affronter. Le passage à tabac n'avait pas pour but de le blesser, mais de graver sur sa peau le souvenir du mensonge qu'il avait soutenu. À côté de la voiture en feu, ils ont laissé une seule phrase écrite à la peinture blanche sur le trottoir. « Tu sais ce que tu as fait ». Cette nuit-là, Anthony est rentré chez lui et n'a pas fait la fête. Il n'a pas souri, il n'a pas bu, il n'a contacté personne. Il s'est assis dans son fauteuil, les coudes sur les genoux et les mains entrelacées, regardant le sol comme s'il parlait au passé. Il savait que ce n'était que la première partie. Chaque mouvement devait être plus précis que le précédent, parce qu'il n'était pas incontrôlable. C'était un homme totalement maître de lui-même. C'était la partie la plus risquée. La deuxième action exigeait plus de préparation. « Désolé, je ne peux pas vous aider ». L'homme qui s'était prononcé contre lui sans hésiter répétait le récit de Donald comme un script, traitant la vérité comme un obstacle à éliminer. Steven avait plus d'expérience et était plus prudent. Il avait des relations, était entouré de collègues de la police. Il ne serait pas facile de le toucher. Anthony ne cherchait plus la facilité, il cherchait des enseignements. Certaines leçons doivent être transmises avec précision. Des semaines de surveillance. Anthony l'observait subtilement. Il savait où il s'entraînait, où il faisait ses courses et dans quelle boulangerie il allait le dimanche. Il connaissait le nom du chien que Steven promenait tous les jours à 18h. L'objectif, cependant, n'était pas de le blesser. Il s'agissait de s'attaquer à ce qu'il considérait comme le plus sûr, son contrôle. Un dimanche matin, en rentrant du marché, Steven a trouvé sa maison cambriolée. Rien n'avait été volé, mais tout était en désordre. Les murs étaient recouverts de graffitis écrits à la peinture noire. Les mensonges laissent des traces. Ses photos avaient été découpées et éparpillées sur son lit. Son armoire militaire avait été démontée. Tout indiquait « Quelqu'un t'observe ». Savez-vous pourquoi? Le lendemain, Steven a demandé une protection. Il a dit qu'il était suivi par des inconnus. Il n'a jamais mentionné Anthony, car il savait. Ceux qui commettent des injustices ne trouvent pas le repos, car ils savent qu'elles reviendront. Le juge fut le 3
troisième à arriver. Anthony hésita, non par pitié, mais parce qu'il comprenait que le juge n'était que la partie visible d'un système corrompu. Son stylo avait signifié la fin de sa liberté. Il avait besoin de ressentir, sans violence, une déconstruction. La maison du juge a été cambriolée au petit matin. Rien n'a été endommagé de manière irréversible. L'ordre a été complètement bouleversé. Des murs couverts de messages énigmatiques, des armoires en désordre. La chambre où il dormait dégageait désormais une impression de chaos. Sur l'oreiller, une petite boîte contenant une copie de la montre qui avait tout déclenché. Un départ partagé. À l'aube, le juge a remarqué que quelque chose avait changé. Il a demandé la confidentialité, renforcer la sécurité, mais s'est éloigné des tribunaux pour une durée indéterminée. Il ne pouvait pas maintenir l'apparence d'impartialité avec les yeux remplis de peur. Même ceux qui sont au sommet de la justice savent quand ils échouent. Ils ne s'attendent pas à ce que l'erreur revienne les hanter et leur demander « Et maintenant ?» Cette nuit-là, Anthony est sorti se promener. La ville était plus calme. Les rues désertes résonnaient d'un écho étrange. Il marchait lentement. Il respirait. Il avait un but, mais pas de légèreté. Un but qui ne s'explique pas, qui s'assume simplement. Les représailles ont commencé de manière subtile. C'était un murmure silencieux, un frisson chez les coupables, la promesse de mesures futures plus précises. Il ne s'agissait plus de restituer ce qui avait été pris. Il s'agissait de reconstruire son nom, pièce par pièce. Chaque pierre serait lancée par ceux qui avaient tenté de l'enterrer. Pour un homme qui a déjà vécu dans une cellule, qui a vu son nom discrédité publiquement et son honneur remis en question, les moments de silence ne sont pas synonymes de tranquillité. Ils représentent un plan. Ils indiquent que quelque chose est en train d'être élaboré avec précision. Anthony a passé les semaines qui ont suivi les premières représailles dans cet état. Chaque mouvement avait un effet, et chaque visage marqué par le mensonge observait les côtés avec plus d'attention. Il y avait un visage qui dormait encore paisiblement, un nom qui parcourait encore les rues, avec une arrogance intacte. Donald. Contrairement à Gavin, Steven et le juge, Donald se croyait intouchable. Peut-être parce qu'il était policier, qu'il avait des amis à des postes stratégiques ou qu'il était habitué à l'impunité, il ne croyait pas qu'il serait puni. Cela le rendait plus dangereux. Les hommes comme Donald ne craignent pas les conséquences, car ils ne comprennent que le langage du pouvoir. Anthony savait que pour faire comprendre à Donald, il devait communiquer directement dans ce langage. L'avertissement ne pouvait pas se limiter à signaler la présence d'Anthony. Il fallait porter un coup à la confiance de Donald. Je te connais, je sais comment tu penses, j'ai 2 longueurs d'avance sur toi. Anthony a opté pour la méthode la plus personnelle et la plus directe. Il a envahi l'espace intime sans toucher le corps. Parfois, ce qui bouleverse le plus, ce n'est pas la douleur physique, mais le fait de savoir que quelqu'un a envahi votre intimité et est parti sans être remarqué. Donald vivait dans une copropriété de classe moyenne supérieure, dans une grande maison avec un jardin bien entretenu et des caméras partout. Il pensait être protégé. Le système de surveillance, les portails électroniques et les voisins vigilants lui permettèrent de dormir tranquille. Anthony avait déjà été dans des environnements beaucoup plus hostiles et avait pénétré dans des lieux beaucoup plus protégés. Pour lui, ce n'était qu'un test de patience et d'analyse de l'espace. Anthony observa pendant 3 nuits. Il analysa les changements d'équipe des gardes de sécurité, les heures auxquelles Donald sortait avec sa fille et celles où Olivia restait seule à la maison. Il remarqua une faille dans le système, une zone aveugle entre le côté du garage et le jardin, où l'éclairage était insuffisant et où les caméras ne filmaient pas clairement. C'est par là qu'il entra. Silence, pas d'agression, des pas déterminés et intentionnels. Anthony n'a rien cassé dans la maison. Il n'a rien emporté. Il a simplement marché. Il a parcouru les pièces comme s'il revoyait des souvenirs. Il s'est arrêté dans le salon et a regardé les photos sur l'étagère. Donald, Olivia et Elizabeth. Des sourires entourés de moments qui semblaient monter. Il a pris un cadre, l'a regardé rapidement et l'a remis à sa place. Il est monté à l'étage. La porte de la chambre du couple s'ouvrit. L'odeur lui était familière. Un mélange de parfums sucrés et de papier vieilli, témoin d'une vie qui cherchait à être parfaite. L'horloge sur la table de chevet. Cette horloge, un symbole de ce qui lui avait été enlevé. Anthony ne l'avait pas reçu. Il la regardait simplement comme un trophée volé avant d'avoir été remporté. Il n'entra pas dans la chambre de sa fille. Il s'arrêta devant la porte et resta silencieux pendant quelques secondes. L'enfant dormait, naïve, insensible à tout cela. Anthony avait une ligne invisible qu'il ne franchirait jamais. Il ne s'agissait pas de se venger d'innocents. Il fallait que les coupables soient confrontés à la saleté qu'ils ignoraient. Il laissa le message sur la table de la cuisine. Une enveloppe noire, une feuille pliée avec 3 mots écrits à la main. À vous, ou perds tout, sans signature. Bien sûr, veuillez me fournir le texte que vous souhaitez que je paraphrase.
phrase, mais suffisamment pour que Donald comprenne. En sortant, Anthony traversa le salon, redressa une lampe de chevet qui avait bougé et ferma la porte arrière, comme s'il n'avait jamais été là. Aucune empreinte ni trace. Il était certain qu'à son réveil, Donald trouverait tout en ordre. Le lendemain matin, l'alarme sonna avant le lever du soleil. Olivia trouva l'enveloppe en préparant le café. Elle appela Donald. Il accourut. En lisant le mot, il pâlit. Ses yeux cherchèrent les caméras. Il demanda à voir les images de la nuit précédente. Il appela 2 collègues de l'entreprise. Personne ne trouva le point d'entrée. Pas d'image, Olivia. Il y avait une panne d'enregistrement entre 2h17 et 2h39. Une coupure de courant de 22 minutes. Donald ne parvint pas à dormir cette semaine-là. Il commença à porter une arme à la ceinture, même à la maison. Il évitait de croiser Elizabeth. Il demanda l'installation de caméras supplémentaires. Il engagea un gardien pour surveiller le jardin la nuit. La peur qui grandissait en lui n'était pas physique. C'était un sentiment plus intense. La perte de contrôle sur sa propre histoire. L'homme qu'il pensait avoir détruit suivait désormais les contours de sa vie et il ne demandait pas la permission. Steven a appris l'histoire au poste de police et a appelé Donald le lendemain. C'est lui, ça ne peut être que lui, a-t-il affirmé. Donald hésita. Il mit du temps à répondre. Au fond, il savait. Cette certitude le consumait plus que n'importe quelle menace directe. Anthony n'était pas venu pour attaquer ou affronter. Il était venu pour rappeler. La justice ne disparaît jamais. Elle peut être emprisonnée, mais un jour elle revient. Quand elle revient, elle avance lentement, mais avec détermination. Elle n'a pas besoin de crier pour se faire entendre. Lorsque la peur s'installe chez quelqu'un, elle modifie son comportement, ses pensées et son sommeil. Donald était contaminé. La présence d'Anthony chez lui l'avait non seulement déstabilisé, mais aussi désarmé intérieurement. Pour la première fois depuis longtemps, il avait le sentiment de ne pas contrôler le récit. Ce n'était pas lui qui commandait ou définissait ce qui était bien ou mal. Cela le rongeait plus que n'importe quel danger direct. Donald n'acceptait pas bien le manque de contrôle. Les hommes comme lui réagissent violemment lorsqu'ils se sentent menacés. Non pas par bravoure, mais par peur camouflée sous la bravoure. Les jours qui ont suivi la lettre ont été marqués par la paranoïa. Donald parlait et dormait moins, portait 2 téléphones portables et avait le regard inquiet. Il a commencé à travailler par roulement pour éviter d'être exposé. Cependant, il ne pouvait pas accepter cette situation. Anthony pouvait détruire à tout moment tout ce qu'il avait construit sur le mensonge. Il décida d'attaquer le premier. Il pensa, s'il m'a vu, c'est qu'il veut encore quelque chose. Celui qui veut encore quelque chose est exposé. Les hommes comme Donald voyaient l'autre comme une opportunité, pas comme une personne. Il avait maintenant une nouvelle occasion de reprendre le contrôle. Le plan a rapidement pris forme. Direct comme il le préférait. Il a réuni 4 collègues, des hommes qui avaient eux aussi franchi les limites de l'éthique au point de ne plus savoir où se trouvait la ligne à ne pas franchir. Aucun d'entre eux n'a demandé de preuves ou de détails. Donald a déclaré « Anthony m'a menacé, il veut me nuire. Passons à l'action. » La loyauté qui les unissait, forgée dans le silence et les services rendus, a fait bouger les choses. Ils ont préparé l'embuscade comme s'ils allaient capturer un animal sauvage. Ils ont découvert les nouvelles habitudes d'Anthony. Un collègue de Donald connaissait quelqu'un du marché qu'Anthony fréquentait. Ils ont découvert qu'il venait le samedi après-midi pour acheter du pain, des fruits, de la viande et du riz. Calme, solitaire et discret. La même rigidité que celui qui ne se laisse jamais surprendre. Même les plus prudents se fient à des routines simples. C'était un samedi chaud. Le ciel était dégagé. Les rues étaient désertes. Anthony entra dans le marché d'un pas assuré, vêtu simplement et l'air serein. Il ne se doutait de rien. Concentré sur son équilibre intérieur, il ne se rendait pas compte que dehors, l'équilibre avait disparu. Donald et ses hommes étaient prêts. 2 dans le parking, un dans le couloir près de l'entrée. À l'extérieur, observant les mouvements. L'attaque ne serait pas publique. Donald voulait disparaître, ne pas faire de scandale. Le plan consistait à kidnapper Anthony, l'emmener loin, effacer les traces et l'isoler. Il ne voulait pas le tuer, mais l'exiler, l'empêcher de continuer. Qu'il disparaisse comme d'autres qui s'étaient opposés aux structures supérieures. En sortant du supermarché avec son sac, Anthony n'eut pas le temps de réfléchir. Une camionnette sombre se gara sur le trottoir. 4 hommes en descendirent rapidement. Une cagoule noire recouvrait leur tête. Ils furent immobilisés par les bras. Le coup porté à l'estomac fut suffisamment violent pour le faire plier en 2. Il fut poussé dans la camionnette sans voir de visage, ni entendre de nom. Le monde est devenu noir. Le silence autour de lui était dense. Dans le véhicule, la cagoule appuyait sur son visage. Il avait du mal à respirer. Ses poignets étaient attachés. Anthony gardait l'esprit alerte. Il inspirait lentement par le nez. Il comptait mentalement les minutes,
les virages et les courbes. Il avait appris à s'orienter sans voir. Son corps fonctionnait comme un radar. Chaque nid de poule, chaque ralentissement et chaque voix étouffée alimentaient la carte invisible qu'il créait dans sa tête. Donald, à l'avant, était silencieux. Son silence était froid. Il y avait aussi de l'inquiétude. Même dominé, Anthony savait que ses actions avaient de l'importance. Le poids ne s'allège pas avec des justifications. C'était un poids qui augmentait avec le temps. Il le sentait. Une camionnette suivait la route. Le plan était de l'emmener dans une zone isolée dans la forêt, loin de la ville, où le temps semblait s'être arrêté. Il serait emmené en secret dans une région reculée d'Afrique, une dette d'une ancienne connaissance de Donald. L'objectif était simplement de le faire disparaître de la vie publique, disparaître des médias, ne plus être dangereux, devenir un vide. Mais Anthony n'était pas du genre à disparaître. Sur le chemin, toujours recroquevillé, il commença à bouger les doigts. Ses doigts grattaient légèrement la couture de la capuche. Sa respiration était contrôlée. L'adrénaline accélérait le temps, mais il restait calme, ayant déjà affronté des situations pires. La capuche commença à se détacher, le nœud autour de ses poignets. Une erreur de l'un de ses ravisseurs, une corde mal ajustée. En quelques minutes, l'avantage de Donald commença à disparaître. Anthony fit un long mouvement courbe. Il profita du mouvement du véhicule, se jeta contre le côté du van, utilisa son épaule comme levier et glissa rapidement ses poignets vers l'avant. La cagoule tomba. Sa vision était encore floue, mais il pouvait voir la porte arrière. Elle était fermée, mais ce n'était pas impossible. Avec son genou, il frappa le côté de la porte. Une fois, deux fois. À la troisième, le loquet cessa de fonctionner. Dans un moment risqué, Anthony sauta. Il glissa sur l'asphalte. La douleur apparut immédiatement. Ses bras étaient égratignés. Son dos brûlait. Il était libre. Il avait réussi. De plus, il était vigilant. Il courut vers les buissons au bord de la route. Les cris derrière lui disparurent en quelques minutes. Il s'éloigna. Il attendit. Son cœur battait comme un tambour. Au bout d'une heure, il trouva la route principale. Un camionneur s'arrêta, surpris. Il vit quelque chose d'indéfini chez cet homme blessé. Anthony ne donna aucune explication. Il demanda à être conduit en ville. Une fois arrivé, il contacta son ancien groupe militaire. Il était temps pour lui de répondre. Donald avait dépassé les limites. Le réduire au silence était devenu la plus grande erreur. Sauter du coffre était un geste extrême. C'était une déception dans sa vie. Anthony ne tomba pas seulement sur le bitume. Il tomba dans la certitude que toute hésitation à partir de là pourrait être fatale. L'impact le frappa sur le bord de la route, où le sol était rugueux et où l'odeur de la terre chaude et de l'asphalte brûlé flottait dans l'air. La chute fut brutale. Il avait les bras écorchés, l'épaule douloureuse et une sensation désagréable de picotement dans la jambe droite. Il n'eut pas le temps d'évaluer la douleur. Son corps bougeait instinctivement. Il tomba de la piste. Il se cacha derrière un talus couvert de végétation basse. Allongé parmi les feuilles sèches et les branches, il entendit des cris étouffés provenant de la camionnette. Quelqu'un l'appelait, pas comme une invitation, mais comme une malédiction. La voix exprimait la frustration, le manque de contrôle. Donald ne croyait pas qu'il pourrait s'échapper. Il n'acceptait pas que quelqu'un, même blessé et cagoulé, ait réussi à déjouer le piège soigneusement préparé. Anthony avait passé des années dans des zones de combat, où chaque pas pouvait être le dernier. Échapper à 4 hommes normaux, même entraînés, n'était pas une nouveauté. Ce n'était qu'une tâche de plus. Il attendit en silence. Il surveilla les phares du van qui disparaissaient dans la route sombre au loin. Le bruit des pneus s'estompa rapidement entre les arbres. Son cœur battait fort mais régulièrement. C'était de la vigilance, pas de la panique. Un état rare, celui où la peur devient une impulsion. Une fois le silence établi, Anthony se leva avec difficulté. Sa jambe lui faisait plus mal qu'il ne voulait l'admettre. Il n'avait pas le temps de s'occuper de ses blessures. Ce n'était pas le moment de se plaindre. Il s'enfonça lentement dans les bois. Il fallait qu'il s'éloigne de la route. Il avait besoin d'un abri. Il marcha pendant près d'une heure, le corps fatigué, le visage mouillé et les muscles tendus. La forêt était dense, mais habitable. Il interprétait la végétation comme une carte. Il évitait de laisser des traces. À un moment donné, il trouva une clairière. Il s'allongea sur le sol humide. Il respira profondément. Le ciel au-dessus de lui était sombre, mais étoilé. Les arbres se courbaient sous le vent, comme s'ils étaient observés. Anthony ferma les yeux pendant quelques minutes après des heures. Il ne parvint pas à dormir. Il ne s'arrêta pas. Il laissa son corps redéfinir ses priorités. Son esprit fonctionnait déjà en silence. Il se leva après une brève pause. Il continua tout droit jusqu'à l'endroit où il pensait que se trouvait la route principale. Il devait trouver quelqu'un, une voiture, un signe de civilisation. Il trouva. Un vieux camion roulait lentement dans la rue à sens unique, phare baissé et moteur fatigué. Anthony émergea de l'ombre et leva les bras. Le conducteur freina immédiatement, terrifié. Il vit cet homme sale, blessé, l'air tendu et le regard fixe. Le regard d'Anthony ne
transmettait aucune menace. Il fallait agir rapidement. C'était de la souffrance. « Emmenez-moi en ville », demanda-t-il d'une voix rauque et ferme. « S'il vous plaît. » « On me suit. » Le chauffeur hésita. Il accepta, peut-être par peur ou par empathie, peut-être parce que, même s'il ne comprenait pas l'histoire, il sentait que quelque chose n'allait pas. Anthony monta dans la remorque. Il se cacha entre les caisses. La route continuait, lentement, pleine de nids de poules, et le moteur faisait trembler son corps. À chaque kilomètre, l'idée de se rapprocher de la ville raviva en lui la certitude qu'il n'avait pas été vaincu. Une fois arrivé en ville, il descendit du camion sans dire au revoir. Il se rendit à une cabine téléphonique. Il composa un numéro dont il se souvenait depuis l'époque où il était à l'armée. Une voix familière répondit, froide et précise. « Anthony, je dois rassembler l'équipe. » De l'autre côté du fil, aucune question ne fut posée, un silence confirmant la réponse. Ceux en qui Anthony avait confiance savaient que s'il demandait de l'aide, ce n'était pas par impulsion. C'était parce que la situation avait dépassé les limites du tolérable. À ce moment-là, c'était son existence qui était en jeu, pas seulement sa réputation. Anthony fut accueilli dans un quartier général improvisé à l'extérieur de la ville cette nuit-là. Un lieu secret, sans signalisation extérieure, géré par d'anciens militaires qui opéraient dans un réseau silencieux, à l'abri des regards. Là, il soigna ses blessures. Il nettoya ses coupures, il changea de vêtements, il dormit 4 heures, juste assez pour éviter que son corps ne s'effondre. Mais son esprit continuait de tourner à plein régime. Le lendemain, la nouvelle de sa disparition commença à se répandre discrètement. Certaines chaînes affirmaient qu'il s'était échappé, d'autres qu'il avait disparu. Il n'y avait rien d'officiel. Donald essayait de choisir quelle version divulguer. Cependant, aucune ne durerait longtemps. Anthony était de retour. La ville semblait désormais réduite, plus petite et plus discrète, comme si elle avait prévu ce qui allait se passer. Il y avait une sensation dans l'air, difficile à nommer, mais perceptible pour ceux qui prêtaient attention au quotidien. Une tension qui ne provenait ni des informations, ni des réseaux sociaux. C'était un silence lourd, avant la tempête. Au centre de tout cela se trouve Anthony. Il s'est réveillé avant l'aube. Non pas parce qu'il avait fini de dormir, mais parce que la mission avait commencé. En entrant dans le quartier général improvisé, il n'était plus seulement Anthony Santana, l'homme qui avait tout perdu au tribunal. Il était le chef d'une mission qui ne serait pas consignée dans l'histoire, mais qui laisserait des traces profondes. Dans cet endroit éloigné de la ville, le temps était différent. Il n'y avait pas d'horloge au mur, seulement des coordonnées, des cartes et des listes. Les conversations étaient directes, les regards précis. L'endroit était géré par d'anciens employés qui avaient conservé leurs principes. Certains s'étaient éloignés par déception, d'autres à cause de conflits internes, et d'autres encore par choix personnel. Tous avaient quelque chose en commun. Ils respectaient Anthony. Ils respectaient son histoire, son leadership et sa force à rester ferme malgré tout ce qu'il avait perdu. Le premier jour a été consacré à la lecture du scénario. Anthony a détaillé les événements depuis le magasin jusqu'à l'embuscade sur la route. Sans exagération, sans drame, seulement les faits. Il parlait avec certitude, comme s'il traçait un plan de combat, en décrivant les mouvements de Donald, les mensonges de Steven et le théâtre joué au tribunal. Ses anciens compagnons écoutaient, tendus et attentifs. Tous y croyaient, tous savaient ce que le système pouvait faire pour protéger les siens. Puis vinrent les réunions tactiques. Des plans de la ville furent distribués, des itinéraires de surveillance furent élaborés. Les profils de chaque personne impliquée furent analysés. Le comportement récent de Donald, ses faiblesses, sa routine et son exposition publique. Tous les détails ont été notés. Chaque changement d'humeur, chaque mouvement suspect. La guerre, comme toute bonne guerre, exige de la patience. Anthony a réparti les tâches. Il n'était pas un justicier solitaire, c'était un stratège. Il savait qu'il fallait de la discipline pour gagner. La discipline était ancrée en lui. Les militaires le suivaient avec confiance, sans crainte. Il croyait en la cause et en l'équilibre qu'il maintenait, malgré la douleur intense. Anthony n'agissait pas par rage incontrôlée. Il voulait que chaque action laisse une trace. Quelque chose que les responsables ne pourraient jamais effacer. Dans les coulisses, des mouvements discrets ont commencé. Une voiture est restée garée près de la maison de Donald pendant 3 nuits consécutives. Un drone discret survolait le commissariat où travaillait Steven. Des écoutes étaient installées à des endroits stratégiques. Rien qui n'attirait l'attention. Tout était fait avec une précision chirurgicale. L'objectif était simplement de savoir, de tout savoir. On ne peut déstabiliser un ennemi qu'en comprenant ses faiblesses. Derrière son apparente confiance, Donald commençait à s'effondrer. Olivia, sa femme, était sensible. Après l'effraction, leur relation avait changé. Anthony avait appris de sources sûres que Donald avait commencé à s'éloigner d'elle. Leurs conversations étaient devenues plus froides. Elizabeth,
leur fille, sentaient que l'atmosphère était tendue à la maison. Anthony comprit que Donald perdait plus que sa tranquillité. Il n'avait plus aucun soutien. Il ne s'est pas précipité. Il savait que dans une guerre bien menée, la précipitation mène à la ruine. Il a laissé Donald se détruire avec sa propre paranoïa. Il l'a laissé renforcer la sécurité, passer des nuits blanches, se méfier de tout le monde. Anthony était présent même en son absence. Il était déjà dans l'esprit de Donald, même sans parler. C'était une force. Anthony savait qu'il avait besoin de justice, mais aussi de rester entier. Il ne pouvait pas s'écarter de sa propre cause. C'est pourquoi il écrivait au petit matin. Dans un cahier en cuir, il notait tout. Des noms, des étapes et des décisions. Tout comme ses pensées, ses peurs, sa foi et ses souvenirs d'avant. Écrire était son soutien. C'était le signe que derrière le général se cachait un homme blessé qui refusait d'être défini par son traumatisme. La caserne est progressivement devenue le centre névralgique de l'opération. Les murs ont commencé à se couvrir de cartes plus grandes, d'images, de registres, d'enregistrements. Des fragments d'une vérité que le système voulait cacher, mais qui émergent désormais avec force. Le récit officiel selon lequel Anthony était agressif et instable commençait à s'effondrer sous le poids des preuves. Lorsque la vérité se manifeste, le mensonge ne résiste pas longtemps. Jour après jour, la guerre s'organisait. Il n'y avait pas de coup de feu, il n'y avait pas de bruit. Le silence régnait. Il y avait des recherches. Des hommes aux yeux attentifs et aux mains fermes étaient présents. La justice se construisait avec discipline et intelligence. Anthony était au centre, avec le regard de celui qui a déjà affronté la faim et qui est revenu pour refaire son chemin. Donald marchait avec sa femme, Olivia, et sa fille, Elizabeth. Il portait des lunettes de soleil, un polo, et marchait rapidement. La fillette de 5 ans courait devant, en riant, tandis qu'Olivia la regardait avec tendresse, essayant de minimiser la froideur croissante de son mari. Donald était là pour être un père ordinaire, un homme respectable et un citoyen honnête. Cependant, quelque chose n'était plus en harmonie. Il marchait tendu, comme s'il savait qu'il était observé, même s'il ne voyait personne. Il avait raison. 5 voitures noires se sont approchées en silence, entre les grands arbres et les ombres de l'autre côté du parc. Elles se sont garées en parallèle, comme dans une danse parfaitement répétée. Les hommes qu'Anthony avait réunis quelques semaines auparavant sont descendus. Vêtus de noir, discrets, ils se sont placés à des endroits stratégiques. Ils n'étaient pas là pour s'amuser. Ils étaient en mission. Tous savaient ce qu'ils avaient à faire. Silencieusement, ils encerclèrent la partie centrale du parc, bloquant les issues et calculant la distance qui les séparait de Donald. Anthony fut le dernier à sortir de la voiture. Son visage était impassible. Il portait un pantalon sombre et une chemise simple, tenant seulement une radio et une tablette avec les positions. Il marchait avec l'assurance de quelqu'un qui a traversé le désert et qui est revenu. Son pas était ferme, décisif. Ses yeux surveillaient le parc comme un radar. Il trouva rapidement Donald. Il était là, détendu, sûr de lui, croyant encore qu'il avait le contrôle. Les minutes qui suivirent allaient tout changer. Lorsque Donald remarqua le mouvement, il était déjà trop tard. Les hommes encerclèrent le trio. Les gens s'éloignèrent. Non pas parce qu'elles comprenaient la situation, mais par intuition. Les militaires étaient très présents. Ils ne criaient pas et ne montraient pas leurs armes, mais leur corps parlait. Olivia s'approcha d'Elizabeth. Ses yeux s'écarquillèrent. Donald s'avança, plaçant son bras devant sa fille dans un geste involontaire de protection. Mais sa voix ne fut pas entendue. Ses lèvres entr'ouvertes cherchaient une réponse à ce que ses yeux observaient. Anthony est apparu derrière un grand arbre. Il a marché droit devant Donald jusqu'à ce qu'il le rejoigne. Ils se trouvaient à moins de 2 mètres l'un de l'autre. Le temps s'est arrêté. Le parc, auparavant animé, était désormais silencieux. Olivia observait les 2 hommes comme si elle assistait à quelque chose de confus, mais elle sentait que c'était risqué. « Tu as eu ta chance », a déclaré Anthony d'un ton ferme à Olivia, « et tu as choisi la pire option. » Donald essaya de se montrer ferme. Ses yeux tremblaient. Il y avait là le poids d'une peur réelle. Ce n'était pas la peur de perdre, mais celle d'être exposé pour son erreur, de voir le théâtre s'effondrer devant sa famille. « Si tu me touches, je te tue », dit Donald en essayant de paraître menaçant. Anthony s'avança. La foule commença à se disperser, mais personne ne cria. Tout le monde semblait hypnotisé par la scène. « Il ne s'agit pas de te toucher », répondit-il. « Il s'agit de répondre. Pour ta lâcheté, pour ta fausseté, pour ton injustice. » Olivia entra en scène. « Que se passe-t-il ? Je suis une intelligence artificielle créée pour aider et répondre à des questions. » Anthony la regarda. Ses yeux n'étaient pas remplis de haine. Ils reflétaient quelque chose de plus difficile à affronter. La vérité. Une vérité inconnue d'Olivia. Une vérité qu'elle ne pourrait bientôt plus ignorer. « Demande-lui, Olivia, » dit Anthony. « Demande-lui ce qui est arrivé à un homme qui voulait simplement acheter une montre. » Donald tenta d'éloigner Olivia, mais les hommes étaient déjà là. Personne ne pouvait s'approcher.
danger. Anthony fit signe de la main. 2 militaires s'approchèrent et maîtrisèrent rapidement Donald. Il tenta de réagir, mais il était trop tard. Il fut immobilisé efficacement. En quelques instants, il fut emmené dans l'une des voitures. Elizabeth était en larmes. Olivia demandait des explications, mais elle ne voyait aucune violence. C'était l'exécution d'un plan, né du silence et de la patience. Avant de monter dans la voiture, Anthony se tourna vers Olivia. Il s'approcha lentement d'elle. Il s'agenouilla devant l'enfant et lui caressa doucement l'épaule. Le geste était chaleureux. Il était humain. Il ne voulait pas la perturber. Il voulait qu'elle comprenne que ce qui se passait n'était pas un crime. C'était une scène réelle. Il paiera Olivia, affirma-t-il. Mais pas comme vous l'imaginez. Il en subira les conséquences, dans la solitude, avec la même douleur qu'il m'a causée. Je prendrai soin de vous. Vous n'êtes pas responsable. Elle ne répondit pas. Ses yeux exprimaient le doute, mais aussi de la reconnaissance. À ce moment-là, elle comprit que l'homme devant elle n'était pas un criminel. C'était quelqu'un de brisé, qui cherchait à se reconstruire avec ce qui lui restait. Donald fut capturé. Il monta dans la voiture, sans force pour se débattre. Ce n'était pas la fin, mais le début des véritables conséquences. Le convoi poursuivit son chemin en silence, les voitures glissant sur la route comme des ombres. Derrière eux, le parc reprenait son aspect normal. Les enfants recommençaient à courir. Les bancs étaient à nouveau occupés. Rien ne serait plus jamais pareil. Ce jour-là, la justice ne s'est pas présentée en uniforme, ni en tenue officielle. Elle est arrivée avec des yeux exprimant la douleur. Elle est arrivée d'un pas assuré et l'esprit épuisé. Elle est arrivée discrètement. Cependant, dès son arrivée, tout le monde a reconnu qui elle était. Anthony a enfin fait le premier pas vers la fin de la guerre. Donald a été transporté en silence, entouré d'hommes fidèles à Anthony, sans menottes visibles. Il a crié, menacé et promis vengeance pendant le trajet. Personne n'a répondu. Le silence des autres le faisait dialoguer avec sa conscience, la seule voix qu'il ne pouvait contrôler. À leur arrivée à destination, une propriété abandonnée dans les montagnes canadiennes, ils trouvèrent un petit chalet en bois. Le chauffage était insuffisant, le mobilier était simple, le monde se réduisait à un lit et une cheminée. Pas de téléphone, pas de communication, seulement lui. Donald a essayé de résister pendant des semaines. Il se promenait, murmurait des mots isolés et se remémorait des scènes du passé. Avec le temps, le froid a cessé d'être son seul compagnon. Les souvenirs ont pris de l'ampleur. Il a commencé à remarquer Anthony dans les coins, les reflets et les silences. Plus le temps passait, plus il comprenait. Ce n'était pas une prison ordinaire, c'était un miroir permanent, un endroit où il ne pouvait ni tromper ni s'échapper, un endroit où chaque mensonge revenait comme un écho. Ainsi, lentement, l'homme qui se considérait autrefois comme une autorité a commencé à s'effondrer, non pas à cause des coups d'Anthony, mais à cause de l'absence du monde qui soutenait sa présomption. Pendant que Donald disparaissait, Olivia et Elizabeth faisaient face à un autre type d'hiver. La maison où elles vivaient s'assombrissait. D'abord, le bruit masculin qui résonnait dans les couloirs a disparu. Puis, ce fut le manque de ressources. Avec le temps, les dettes s'accumulèrent, la curiosité des voisins et les regards jugements. Les gens demandaient où il était, pourquoi il avait disparu. Olivia n'avait pas de réponse. En silence, elle commença à réaliser que la vérité se trouvait peut-être là où elle souhaitait le moins la trouver. Anthony réapparut lors d'un de ces après-midi gris. Il arriva sans arrogance. Il ne demanda pas à entrer. Il frappa à la porte, la tête baissée, avec un sac contenant de la nourriture, des médicaments et des fournitures scolaires. Olivia mit du temps à ouvrir. Lorsqu'elle ouvrit, le monde s'arrêta. Elle ne savait pas si elle devait courir, crier ou se poser des questions. Elle resta là, observant cet homme qui, jusqu'à récemment, était une menace à ses yeux. Quelque chose avait changé en lui. C'était un Anthony différent de celui du tribunal. Ce n'était pas le même qui avait affronté Donald dans le parc. Il était différent. Un homme silencieux dont l'âme était en reconstruction, mais avec des bases solides. « Je ne cherche pas ton pardon, dit-il calmement, ni d'explication. Je veux juste que vous ayez le nécessaire. » Olivia ne répondit pas. Cependant, elle ne ferma pas la porte. Anthony revint la semaine suivante, puis la semaine d'après, toujours avec quelque chose à la main et le regard serein. Au début, elle ne parlait pas. Peu à peu, la barrière tomba. Merci. Une tasse de thé sur la terrasse. Une brève conversation à la porte. Un soir de pluie, elle l'invita à entrer. La conversation a commencé de manière étrange, comme dans toute conversation entre des personnes qui ont été ennemies pendant une guerre. Dans cette pièce, quelque chose d'inattendu s'est produit. Tous deux ont simultanément retiré leur armure. Anthony a raconté son histoire comme jamais auparavant. Les faits et ses sentiments. La douleur de voir son nom déshonoré, le fardeau de porter un uniforme inutile et le vide de voir son avenir s'effondrer devant des témoins apathiques. Olivia était émue, mais pas par compassion. Elle pleurait parce qu'elle comprenait. Elle voyait un homme sans colère, avec pour seul bagage ses souvenirs. Elle savait qu'elle aussi avait été trompée, manipulée par un discours qu'elle croyait comprendre, mais qu'elle n'avait jamais eu le courage de remettre en question. Ce soir-là, quelque chose de subtil est né entre eux. Non pas un amour instantané, mais une humanité redécouverte. Les mois suivants furent un chemin
tranquille, entre le pardon et l'affection. Elisabeth le considérait comme un ami, puis comme un défenseur. Olivia était toujours présente, les conversations s'allongeaient, les silences se partageaient. Il l'aidait à payer les factures, à réparer la maison et à s'occuper de la petite fille. Mais il ne demandait jamais d'espace, il offrait seulement son attention. C'est ainsi qu'il s'est construit un foyer. Un an s'est écoulé. Un matin de printemps, Olivia annonça qu'elle était enceinte. Anthony resta silencieux en l'entendant. Son cœur battait à tout rompre, comme un tambour perdu. Quand elle posa sa main sur son ventre et dit, les yeux embués, « C'est le tien », il comprit. C'était plus qu'un nouveau départ, c'était aussi le sien. Le tribunal avait terminé. La vie ne révèle parfois pas avec fracas qu'un événement profond est en train de se produire. Elle se contente de le permettre. Ce fut le cas pour eux deux. Ils ne tombèrent pas amoureux comme dans les films. Soudainement, avec des promesses intenses, cela se fit progressivement. Un geste ici, un silence tranquille là, une main qui s'attardait plus que nécessaire, un regard prolongé au café et un rire inattendu dans les moments difficiles. Chaque particule de la construction était faite de quelque chose qu'aucun d'eux ne nommait au début. Peut-être que nommer signifie risquer de perdre, ou peut-être parce que, pendant longtemps, ce qui les liait était le passé. Avec le temps, le passé est devenu un sol fertile. Anthony se sentait différent lorsqu'il était avec elle. Il n'était pas nécessaire d'être toujours fort. Il n'était pas nécessaire de peser ses mots, ni de cacher ses fantômes. Olivia ne recherchait pas la perfection. Elle voulait simplement être présente. Il savait lui offrir cela. Pour la première fois depuis des années, il pouvait s'asseoir à table sans se presser, écouter les histoires d'Elisabeth à l'école, aider à choisir la couleur des rideaux et réparer le portail avec plaisir, sans obligation. La routine, autrefois source de souffrance, était désormais synonyme de reconstruction. Olivia changeait également. La femme qui avait vécu sous l'emprise d'un mari qui la faisait douter d'elle-même, était désormais libre. Les cris et le contrôle déguisé en attention avaient cessé. Avec Anthony, elle pouvait être entière. Elle pouvait parler de ses insécurités sans craindre de paraître faible. Elle pouvait dire « je ne sais pas » sans être critiquée. De plus, elle se sentait écoutée, avec une attention sincère, avec des yeux qui ne se contentaient pas de lire les mots, mais qui les approfondissaient. L'amour entre eux grandissait comme une plante dans une fissure du béton. Improbable, mais insistant. Au début, ils s'opposaient tous les deux. Ils portaient le poids de leur histoire, et cela avait beaucoup d'importance. Il était l'homme qui avait trahi tout ce en quoi elle croyait auparavant. Elle avait été mariée à l'homme qui avait ruiné sa vie. Au lieu de s'éloigner en brûlant leur pont, ils ont appris à marcher sur les cendres. Dans les cendres, ils ont trouvé de la chaleur. La grossesse d'Olivia confirmait qu'une nouvelle vie était en train de naître. Une opportunité, pas seulement un enfant. Une vie sans culpabilité, mais avec la promesse d'un renouveau. Anthony, en découvrant qu'il allait être père à nouveau, ressentit une émotion inexplicable. Ce n'était pas seulement de la joie, c'était de la reconnaissance. Une gratitude intense, celle que ressentent ceux qui ont tout perdu et qui accueillent malgré tout ce qui est précieux. Les jours qui suivirent furent différents. L'air était léger. Olivia souriait davantage. Elisabeth a commencé à l'appeler Papa Anthony de son plein gré. Il ne l'a pas corrigé. Il a accepté, les yeux remplis de larmes, mais le cœur fort. C'était comme s'il avait trouvé ce qu'il avait toujours voulu. Il ne voulait pas se venger. Il n'avait pas besoin d'être célèbre. Il ne voulait pas d'applaudissements, mais il voulait se sentir partie intégrante de quelque chose. Une place dans le monde où l'on pouvait respirer tranquillement. Un soir, après avoir couché Elisabeth, ils s'assirent tous les deux sur la terrasse. Ils avaient des couvertures sur les épaules et tenaient des tasses de thé. La lune était pleine et éclairait le jardin dont il avait pris soin. Les grillons chantaient doucement derrière eux. Olivia lui sourit tranquillement. « Tu te souviens du jour où tu es allé au magasin pour acheter cette montre ?» Anthony regarda devant lui, comme s'il voyait le temps revenir lentement. « Je m'en souviens. Je voulais juste quelque chose de simple. Un cadeau pour moi, après tout. Ce n'était qu'une montre. » Elle prit une profonde inspiration. « Et c'est comme ça que tout a commencé ?» « Oui, » répondit-il. « Mais si j'avais su que cela m'amènerait ici, j'aurais peut-être choisi la même montre. » Elle lui sourit, les yeux brillants. Sa main chercha la sienne. Ce contact exprimait tout. La douleur, la perte, le pardon et l'espoir. Mais ce qui importait le plus, c'était l'amour. Un amour qui n'avait besoin ni d'explication ni de justification. Il suffisait de le vivre. Anthony savait que le monde extérieur était encore sombre. Il savait que son histoire n'était pas facile à accepter pour tout le monde. Mais il savait aussi qu'à l'intérieur, il était complet. C'était la première fois depuis longtemps. Il n'avait plus envie de se venger. La précipitation avait pris fin. J'étais sûr que, dans l'endroit le plus inattendu, j'avais trouvé ce que j'avais toujours cherché. L'hiver au Canada n'est pas seulement glacial, il est tout à fait normal. Les arbres sont inclinés à cause du gel. Le vent semble fort et coupant. Le temps ne passe pas comme ailleurs. Donald passait ses journées dans ce silence glacial. Chaque matin était identique au précédent. Le paysage blanc à la fenêtre était le même. La nourriture était toujours réchauffée rapidement sur la cuisinière. Le bruit du parquet ne changeait pas non plus lorsque je marchais seul dans le chalet. La prison qu'Anthony avait conçue pour lui était si bien faite qu'elle n'avait pas besoin de barreaux. Mais Donald n'a jamais été quelqu'un qui acceptait de
de perdre. En apparence, il semblait accepter la situation. Je prenais mon temps et faisais semblant de m'adapter. Mais à l'intérieur, une grande tempête se préparait. La colère, calme et intense, battait à chaque coup de son cœur. Et ainsi, une nuit d'avril, elle a débordé. L'ouverture était petite, presque invisible. L'un des soldats chargés de la sécurité était resté dehors pendant longtemps, lors de la relève. Le portail électronique, ralenti par le gel, est resté ouvert quelques minutes de plus que d'habitude. Donald l'a vu, il a attendu, et il a agi. Il courut aussi vite qu'un animal effrayé. Ses bottes faisaient du bruit dans la neige épaisse, son corps était penché à cause du vent. Sa respiration était rapide et lourde. Il courut sans se retourner. Il n'avait pas de plan, seulement une forte volonté. Le désir de vivre est fort, mais il peut être encore pire, le désir de vengeance. La forêt le recouvrit en quelques minutes. L'obscurité y était intense et pleine de sons doux. Les branches craquaient sous ses pas. Les ombres semblaient bouger avec lui, mais il continua d'avancer. S'arrêter signifiait accepter que tout était fini. Il ne pouvait pas accepter cela. Le deuxième jour de sa fuite, fatigué et affaibli, il passa près d'un ours qui cherchait de la nourriture dans le froid. La rencontre fut très intense. Donald cria et leva les bras. Il essaya de paraître plus grand, comme il l'avait vu dans les films qu'il regardait à la caserne. L'animal s'éloigna un instant, mais revint aussitôt. Le combat fut violent, mais rapide. Donald attrapa une branche solide. Il brisa l'air autour de lui et lança des pierres. Il réussit à faire fuir l'animal, mais fut blessé. Les marques sur ses bras et ses jambes n'étaient pas les seules sur son corps. Il perdit également le peu de dignité qui lui restait à ce moment-là. Marchant jusqu'à une rivière gelée, il se lava le visage avec l'eau froide, et tandis qu'il regardait son reflet bouger dans l'eau, il vit non pas un homme, mais une ombre. Ce furent 10 jours de lutte incessante contre le froid, le manque de nourriture et son propre corps. Puis, près d'une route, un gentil camionneur trouva quelqu'un qui gisait par terre. La personne avait le visage couvert de neige et les lèvres gercées. L'homme hésita, mais voyant que les yeux de Donald étaient encore ouverts, il ne put s'arrêter. Il le fit monter à l'avant. Il lui donna des couvertures et du café pour le réchauffer. Donald resta silencieux. Il dit qu'il devait se rendre aux États-Unis. Le camionneur, ignorant l'importance de ce qu'il transportait, le déposa près d'une ville de l'État du Montana. De là, il a continué en bus, à pied ou en autostop. Il a traversé des stations-service et des routes secondaires. Il a traversé le pays jusqu'à arriver à destination, le Dakota du Nord. Hector, son ami d'enfance, vivait là-bas. C'était un homme ordinaire qui vivait en paix, sans jamais chercher à enfreindre les règles de la société. Hector fut surpris de voir Donald dans cet état. Il était maigre, blessé et avait le regard vide. Mais l'amitié qu'ils entretenaient depuis le lycée était plus forte. Il l'accueillit sans poser de questions. Il lui prépara une soupe, lui fit couler un bain et lui donna des vêtements propres. Donald dormit pendant 2 jours d'affilée. À son réveil, il ne demanda qu'une seule chose. « Je veux voir ma fille ». Hector, bien qu'inquiet, lui indiqua le chemin. Il lui dit qu'il ne savait pas exactement où Olivia habitait maintenant, mais que la ville était petite. Il serait facile de la trouver. Et c'est ainsi que Donald partit. Il portait sur le dos un sac à dos que je lui avais emprunté et en lui un grand désarroi. Mais rien ne le préparait à ce qu'il allait voir. Quand il est arrivé devant la maison, il a tout de suite vu le portail. Les murs étaient différents et la peinture était neuve. Mais c'était toujours la maison qu'il avait partagée avec Olivia. Maintenant, il y avait des fleurs à l'entrée. Les jouets étaient rangés et on entendait des rires à l'intérieur. Quand quelqu'un a frappé à la porte, c'est Anthony qui a ouvert. L'image de l'homme qu'il n'aimait pas autrefois, maintenant debout dans son ancienne maison, en pantoufles et tenant Elisabeth dans ses bras, était plus qu'une surprise. C'était un grand changement. Donald resta immobile. Il ne dit rien. Il regardait simplement, incapable de parler, tandis qu'Anthony regardait devant lui, calme et concentré, comme s'il avait déjà répété ce moment auparavant. Olivia arriva alors. Son ventre rond montrait plus que quelques mois de grossesse. Il montrait un nouveau départ. Donald avait perdu quelque chose d'important, quelque chose qui ne reviendrait jamais. La douleur se transforma en colère. Il entra sans demander. Il cria. Il poussa les chaises. Il jeta des objets par terre. Il brisa le cadre de son ancien mariage. Olivia a essayé d'arrêter Anthony, mais il a continué pour maîtriser la situation. Les deux se sont battus là, au milieu de la pièce. Donald, plein de rage, a réussi à faire tomber Anthony d'un coup de poing puissant dans la poitrine. Mais il n'est pas resté pour voir ce qui s'est passé. Il s'est enfui. Il a couru à nouveau. Mais cette fois, ce qui le motivait n'était pas seulement de survivre. C'était le désir de détruire tout ce qui lui rappelait sa défaite. Et ce désir allait se transformer en un plan. Les jours suivants, dans la ferme d'Hector, il commença à mettre en œuvre ce qui allait être son dernier acte. Un acte final, motivé non pas par la logique, mais par la rage de celui qui a tout perdu et qui refuse de l'accepter. Donald était assis
assis en silence sur une chaise sale dans la grange. Il regardait la carte posée sur la table en bois comme s'il s'agissait d'un champ de bataille. Ses yeux, autrefois forts et puissants, passaient désormais de la colère à la fatigue. Le plan qui se formait dans son esprit était tout ce qui lui restait. C'était sa fierté blessée, son obsession et l'idée fausse qu'il avait le contrôle sur un monde qui n'était plus le sien. Autour de lui, 4 hommes qui avaient eu une vie difficile écoutèrent ses ordres. Il semblait suivre un leader qui était plus désespéré que sûr de ce qu'il fallait faire. Sur le mur, il y avait une ligne de cordes et des photos. Ces photos montraient des personnes et leurs adresses. Il y avait des notes sur la nouvelle maison d'Anthony et Olivia. Il y avait aussi les horaires auxquels Elizabeth partait à l'école. De plus, un chemin tracé en ligne rouge indiquait la route vers l'aéroport le plus proche. Donald ne voulait pas seulement affronter la situation. Il voulait changer le passé. Il voulait arracher Olivia à la vie qu'il lui avait donnée. Il voulait oublier Anthony et placer sa fille dans une histoire qu'il pensait être la meilleure. Son plan était fou. Il voulait kidnapper Anthony et Olivia. Ensuite, il voulait emmener les 2 personnes sur une île perdue en Asie. Il voulait aussi garder Elizabeth, une façon confuse de régler ses comptes, où il serait le père qui revient, celui qui rend justice, l'homme qui a gagné. Dans les jours qui suivirent, le hangar devint un lieu secret où il put planifier son plan. Les mercenaires, qui avaient déjà travaillé ensemble sur des missions secrètes, ont commencé à apporter des outils, des routeurs, des caméras de sécurité, des sacs à dos pour les aventures et des vêtements de couleur sombre. Le son des voix sans vie se mêlait au bruit incessant des machines en marche. On aurait dit qu'une petite guerre avait éclaté au cœur du Dakota du Nord. Mais Donald ne savait pas qu'au moment où il quittait la maison d'Olivia, en cassant tout, Anthony avait déjà agi. Pendant la bagarre, lorsque la chemise de Donald s'était légèrement déchirée, Anthony avait vu une opportunité et avait glissé un petit traceur entre les morceaux de tissu, un petit appareil capable d'envoyer sa position pendant plusieurs jours. Anthony n'était pas seulement fort, il était prêt, et il était également calme. Pendant que Donald se livrait à son plan de vengeance, Anthony observait tout ce qu'il faisait. Avec l'aide de Thomas et de 3 experts de l'armée, ils ont suivi le signal jusqu'à l'entrepôt. Ils ont commencé à écouter les conversations, à noter les entrées et les sorties, et à tout enregistrer. En quelques jours, ils ont constitué un dossier complet. À l'aube du vendredi suivant, le ciel était couvert de nuages bas. Le froid rendait l'asphalte glissant comme du verre. À 3h17 du matin, les soldats entrèrent dans le hangar avec beaucoup de prudence. Il n'y eut aucun bruit. Personne ne s'opposa. Lorsque les portes furent forcées, Donald était toujours en train de regarder le mur. Il réorganisait les issues de son plan. Il restait silencieux, les mains moites et le souffle haletant. Les mercenaires étaient immobilisés au sol, menottés, et aucun d'entre eux ne bougeait. Ils savaient que la fin était proche. L'opération a révélé plus que prévu. Des clés USB contenant des enregistrements de plans de vol ont été trouvés. Ils ont également trouvé de faux documents au nom d'Elizabeth. De plus, ils ont trouvé des vidéos contenant des instructions sur ce qu'ils allaient faire à Anthony et Olivia après l'enlèvement. Tout était là, aussi clair que le jour. Chaque mouvement, chaque intention, chaque test. Au procès, l'atmosphère dans la salle était très tendue. Donald a été conduit à la barre des accusés. Il semblait distrait. Il n'y avait plus moyen de se cacher. Le juge a écouté tout ce que les autorités ont dit. Il a pris une profonde inspiration avant de rendre son verdict. 5 ans pour chacun des soldats mercenaires qui n'avaient fait que suivre les instructions. Donald restera en prison pour le reste de sa vie, non seulement pour son plan très mal ficelé, mais aussi pour avoir récidivé, pour être dangereux pour la société et pour avoir tenté de détruire une famille. Lorsque le marteau a frappé, Olivia a serré la main d'Anthony avec force. Elle ne se réjouissait pas. C'était un soulagement silencieux, un chapitre qui se terminait, une préoccupation qui disparaissait de son quotidien. Après le procès, Anthony a appelé Olivia et Elizabeth chez lui. Avec l'arrivée imminente du bébé, le couple a discuté pendant des heures de ce qui les attendait. Il était évident que, même s'ils étaient désormais en paix, les États-Unis leur avaient laissé de nombreux souvenirs. Ils avaient des blessures au coin des rues. Les rues portaient les marques de la douleur. Chaque quartier était chargé de souvenirs. Ils voulaient un nouveau départ. C'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de déménager. La Suisse est un pays d'Europe. Elle a de belles montagnes et de beaux lacs. Sa capitale s'appelle Berne. La monnaie est le franc suisse. La Suisse est célèbre pour son chocolat et ses montres. Beaucoup de gens visitent le pays pour ses paysages. Un pays sans guerre, tranquille, avec des paysages qui ressemblent à des tableaux, des montagnes très hautes qui touchent le ciel, des lacs très clairs et des petites villes où le temps passe lentement. Là-bas, les gens peuvent vivre sans avoir à se justifier. Ils peuvent élever leurs enfants en paix et se promener main dans la main sans se soucier du passé. Quelques mois plus tard, alors qu'elle vivait déjà dans une maison près de Lausanne, Olivia donna naissance à un petit garçon fort et en bonne santé. Il avait les yeux marron foncé, comme Anthony. La naissance se déroula dans le calme et la tendresse. Elizabeth était présente et l'accueillit comme
un frère dès le début. Sur la terrasse de leur nouvelle maison, Anthony s'asseyait en fin d'après-midi avec son fils sur les genoux. Il regardait l'horizon avec sérénité. Il avait traversé beaucoup d'épreuves et avait décidé de ne pas être triste. La montre qu'il avait voulu acheter autrefois était désormais posée sur l'étagère du salon. Elle n'était plus un symbole de tristesse, mais un souvenir du temps qu'il avait fait disparaître et du temps qu'il avait ramené.